Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la chronique des composants, ce format hors série de Tech Café où on vous parle de fonctionnements un petit peu plus fondamentaux que ceux qu'on a l'habitude d'aborder dans les épisodes hebdomadaires. Je suis Guillaume Vendée et j'ai l'immense honneur et plaisir de retrouver le maître de la chronique des composants, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien, il fait toujours très bon, je pense que la météo va très prochainement basculer vers des conditions un petit peu plus difficiles, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est, roulement de tambour, le retour de la chronique des composants. On va vous parler de véhicules électriques, plus précisément de moteurs électriques. Ce sera la seconde partie de cet épisode où Guillaume va vous expliquer beaucoup de choses autour des fonctionnements des moteurs électriques, tout simplement. Vous en apprendrez à mon avis énormément. Il y a beaucoup de choses qui nous sautent pas forcément à l'esprit quand on se penche sur ce sujet et c'est important de les souligner. Et puis on va aussi parler, et ça va être l'objet de notre première partie, des news autour des composants, autour des processeurs. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est toujours intéressant de se pencher sur ces processeurs qui sont au-delà de la tech fondamentale, ce qui fait tourner nos appareils d'aujourd'hui et ce qui fera tourner les appareils de demain. Le plus emblématique peut-être pour le grand public, c'est le coup de maître qu'a réussi Apple autour de la communication pour son M1 qui n'est finalement qu'un nouveau processeur, mais malgré tout on en parle beaucoup de par les implications de ce qu'il propose, de l'économie d'énergie, de l'économie du bruit, de l'absence des ventilateurs pour certains traitements, etc. Bref, on va se pencher sur tout ça. Guillaume, quelle est l'actu des composants pour ce mois de juin 2021 ? Bah écoute, il y a plein de nouveaux CPU, c'est fou, c'est génial. Alors je sais qu'en ce moment c'est le Computex, mais en fait il n'est pas fini, il vient à peine de commencer. Bon, le timing est comme ça. Donc on va pas parler vraiment du Computex là, on va juste parler des nouveautés un petit peu que j'ai vues jusqu'ici. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, on aura un gros sujet, mobilité électrique. Et donc oui, on a eu droit quand même à des annonces, jusqu'ici, par exemple les Cortex de l'année, puisqu'on avait eu droit donc à la gamme des Neoverse pour les serveurs il y a quelques semaines, et c'est cette fois au tour de la gamme grand public d'être rafraîchie. Donc au menu, on a des nouveaux Cortex tout chauds, on a les X2, les A710 et les A510. Donc ça c'est dans l'ordre décroissant de la puissance et de prix, et de consommation d'ailleurs aussi. Plus le chiffre est gros, plus c'est puissant, grosso modo. Oui, sauf quand c'est X où c'est encore plus puissant, parce que c'est c'est bien le X, ça dépasse tout. Comme Street Fighter. Donc, exactement, c'est ça. Donc c'est marquant parce que, voilà, si les cœurs puissants sont souvent mis à jour, c'est vrai que voilà, les petits cœurs économes, eux, modestes, les petits cœurs de l'ombre, qui œuvrent en silence, eux, c'est un petit peu toujours les mêmes. Sauf que là, non, justement. Comme tous les CPU de l'année, donc les A510 passent au ARM V9, donc on en a parlé dans le Tech Café, et par rapport à un Cortex A55, en fait, les A510 sont 35% plus rapides, et ont 3 fois la puissance en accélération Deep Learning, rien que ça. Donc en comparaison, finalement, les A510, donc alors les autres, les A710, sont presque moins impressionnants, parce que finalement, ils ne prennent que 10% de performance en plus par rapport à A78, qui était l'ancien haut de gamme, mais tout de même 2 fois la puissance en machine learning. De même, les Cortex X2 affichent 16% de mieux en performance brute comparé au X1, mais finalement, c'est peut-être le petit cœur A510, donc qui reçoit la plus grosse mise à jour, puisqu'il passe, donc c'est un cœur qui est donc 3 wide, donc qui passe à une largeur de 3, donc il peut donc décoder et éventuellement exécuter, si possible, 3 exécutions simultanément. Et il se groupe par paire aussi, donc une paire se partageant quelques ressources pour économiser de l'espace un petit peu sur le die. Donc un cluster peut contenir plusieurs paires. Et finalement, les benchmarks sont assez flatteurs, puisque le gain de performance varie entre 35 et 60%, donc entre les A510 et les anciens A55. Et donc c'est quand même de bon augure, parce que c'est super pour l'entrée de gamme, tout simplement, parce que parfois l'entrée de gamme se contente des petits cœurs. Donc voilà, on parle de téléphones autour de 100 €, entre 100 et 200 €. Et donc cette gamme-là, qui se contente en général de performances moindres avec la A55, il pourrait donc trouver un vrai boost, et ça pourrait être vraiment très très bien. En plus, tous les CPU présentés supportent SVE2, donc, et les interconnexions entre cœurs et les modules sont aussi largement améliorées. Donc pour rappel, cette fameuse série X, là, elle se destine clairement au marché du PC portable. C'est la version un petit peu débridée, de l'architecture Cortex, qui est donc assez large, donc voilà, alors que le 710 cherche toujours le meilleur rapport compromis, donc performance conso. Le A510, lui, c'est pareil, mais il met l'accent sur la conso, alors que le X, lui, met l'accent sur les performances, vraiment, sans se
sans trop se soucier de la consommation. Et évidemment, en plus, il y a la gamme Neoverse, dont on avait déjà parlé, qui, elle, est pour les serveurs, donc la consommation, on s'en fout, ou à peu près. Disons, c'est plus vraiment le sujet. Donc, ARM, finalement, couvre un petit peu tous les segments, pour concurrencer Apple, évidemment, Intel et AMD. D'ailleurs, en ce qui concerne AMD, c'est pas des infos encore officielles, mais il y a des rumeurs qui sont assez alléchantes sur les futurs CPU AMD, donc il y a les Zen 4 qui ont un nom de code Raphaël. On se croirait dans le DaVinci Code, tu sais, c'est le nom de code Raphaël. En fait, ça fait suite à Vermeer, tout simplement, qui sont les Ryzen. Donc sur les Ryzen 5000, on change de socket, déjà, puisqu'on passe à l'AM5 en LGA 1718. Le truc serait compatible DDR5, PCI Express 4, et ce serait sur du TSMC 5 nanomètres, comme Apple le fait actuellement. Donc on aurait droit à une architecture qui serait beaucoup plus efficace, puisque ça augmenterait l'IPC de 20%. L'IPC, c'est Instruction per Clock, donc c'est vraiment à fréquence égale, donc 20% de performance en plus sans changer la fréquence, évidemment c'est beaucoup sur une génération. Le processeur sera composé de 2, 3, peut-être 4 chiplets. Alors les chiplets, c'est des sous-puces qui sont interconnectées à très très haute vitesse par interposeur. En fait, ça permet de rendre des puces modulables et de faire baisser le prix des puces ou d'avoir des puces plus grosses qui ont meilleur rendement en fait au niveau de la production. Donc les puces et en plus ça permet d'avoir des puces qui sont gravées un petit peu de manière différente selon les besoins. Par exemple, la puce entrée-sortie sera gravée en 6 nanomètres qui sera un petit peu moins cher, alors que les cœurs CPU qui ont besoin vraiment de la puissance maximale seraient gravés en 5 nanomètres. Il pourrait y avoir jusqu'à 16 cœurs sur le haut de gamme au lancement. Donc c'est déjà énorme. Et côté GPU, on passe évidemment au RDNA 2, qui est l'architecture de la PlayStation 5, la Xbox Series X. Donc sur le papier en tout cas pour l'instant, évidemment, ce sont des puces impressionnantes, puisque le 5 nanomètres et les améliorations en IPC que je viens de donner là, comme le nombre de cœurs élevé d'ailleurs, devrait permettre quand même de réduire très largement la distance avec les cœurs Apple. Bon, on verra sur le moment aussi, parce que c'est prévu plutôt sur la fin de 2022, et donc en ce moment-là, évidemment les choses auront bougé, Par exemple, Intel aussi aura sorti une nouvelle gamme. Cela dit, bon, si on peut parler d'Intel, Intel sera vraisemblablement sur sa 13e génération de cœurs, donc les Raptor Lake, mais ça sera toujours du 10 nanomètres FinFET, enfin super fine pour être très précis, donc c'est du 10 nanomètres super fine. En fait, le 7 nanomètres d'Intel, il serait prévu pour la génération 14, donc les Core 14, qui s'appelleront Meteor Lake, mais qui sont prévus pour 2023. Donc le 7 nanomètres Intel, il est prêt, dans le sens, il est en phase de test, donc il est fini, mais bon, voilà, il a eu le test, il n'est pas encore prêt pour une phase de production en grande série, malheureusement. Pour l'instant, donc, on est à Alder Lake, génération 12, et l'an prochain, ce sera donc Raptor Lake, génération 13. Bon, je dois avouer que la différence entre la Gen 12 et la Gen 13 ne saute pas complètement aux yeux, mais bon. Bon, les mauvaises langues diront qu'il n'y a que le nom qui change, mais... Ouais, ils nous ont déjà fait le coup entre la génération 6 et la génération 7 pour être honnête, mais bon. Raptor Lake aussi prévoit 16 cœurs d'ailleurs, il peut être plus d'ailleurs le très haut de gamme, avec évidemment du DDR5, et ils sont aussi en mode modulaire, comme j'ai dit, AMD ont des chiplets, chez Intel c'est le Foveros, donc cette forme de packaging est devenue vraiment extrêmement importante, on fait plus des très très gros die monolithiques, on fait des modules, et donc voilà, qui sont donc gravés avec des process qui sont juste assez bons, et ensuite on les réunit, ça permet évidemment d'augmenter la fiabilité, c'est pas mal. Puisque bon, évidemment, toujours, au plus les die sont petits, au moins ils ont de chances d'être défectueux en fait. Parce qu'il y a moins de chances d'avoir un défaut dessus, puisque la surface est plus petite. Donc, en plus, on peut se faire plaisir, c'est ça qui est cool, puisqu'on peut mélanger des puces de divers constructeurs. Donc Intel va pas se priver, puisqu'il va faire graver des morceaux de ses processeurs par TSMC. Donc par exemple les bouts non CPU, tout ce qui concerne les entrées-sorties pour être gravé par TSMC, le reste par Intel. Et ça me rappelle d'ailleurs que Samsung il va proposer des Exynos, donc ses processeurs maison, pour les PC portables, et que dessus ils ont choisi de mettre une puce Radeon d'AMD. Donc au Computex, justement, Lisa Su annonce qu'il y aurait du RDNA 2 dans les prochains Exynos, et du coup il y aurait du ray tracing dans des processeurs qui pourtant seraient des processeurs plutôt basse consommation, puisque les Exynos c'est des processeurs ARM qui visent plutôt la basse conso. Alors bon, je sais pas. Le but évidemment c'est encore une fois de tenter sa chance contre Apple qui est un petit peu l'ennemi numéro 1 de tout le monde désormais. Il faut dire qu'il bénéficie du 5 nanomètres de TSMC avant tout le monde, et que ça, c'est quand même un avantage qu'on peut difficilement compenser, même avec beaucoup d'expertise et d'ingénierie. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, Apple apparemment a lancé la production massive de ses A15, d'après le DigiTimes, donc c'est la puce de l'iPhone 13, tout simplement, qui serait déjà en production, et ce serait sur un processus N5P. Donc en clair, c'est juste une version optimisée du 5 nanomètres qui est déjà utilisée par Apple. En fait, TSMC lui-même promet qu'une hausse de 5% des performances sur le N5P, ou alors une réduction de 10% de la consommation, c'est au choix.
Bon, c'est pas dramatiquement différent donc du N5 hein, qui est déjà utilisé. Pour les gains de 30%, il va falloir attendre le N3, qui est prévu pour fin 2022, au mieux. Et il est possible que TSMC produise aussi un node intermédiaire qui s'appellera N4 en 2022. Donc ça, c'est très probable. Faut pas oublier donc hein, que les bonnes performances d'Apple viennent aussi du fait qu'ils profitent des derniers nodes de TSMC avant tout le monde. Ils le payent sans doute très cher, mais bon, c'est Apple. Donc voilà. Ils ont les moyens de se l'offrir. C'est ça. Mais du coup, ça pourrait continuer hein, sur le N4, le N3, le N2. Ils ont une bonne chance de consolider leur position. Après, pour l'avenir, c'est un petit peu plus flou. On sait que TSMC travaille activement sur le 2 nanomètres. On avait parlé de celui d'IBM, évidemment, TSMC travaille aussi dessus. Il travaille même sur le 1 nanomètre. Et ça commence à faire symboliquement petit quand même. D'ailleurs, ça commence à faire surtout très très difficile, en fait, puisqu'il travaille dessus avec le MIT, l'Université de Taïwan, la NTU. Pour l'instant, c'est de la recherche pure. Hein. On parle vraiment on parle là de semi-conducteurs bidimensionnels, c'est-à-dire d'une feuille fine d'un atome, et de comment faire des contacts métalliques efficaces avec ces trucs. Donc pour le 1 nanomètre, on n'est plus dans le silicium en fait, hein. On est dans l'exploration d'autres semi-conducteurs. Et là, la percée, c'est qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire dernièrement une électrode en bismuth, avec une très faible résistance à la jonction, avec le semi-conducteur bidimensionnel qu'ils sont en train d'utiliser. Donc là, on est vraiment dans vraiment la nouvelle génération, on est au-delà du silicium, quoi. On est dans de la recherche fondamentale assez avancée, effectivement. Une petite question, qu'est-ce qui empêcherait demain d'avoir un M1 pour un iPhone 13 ? Ce qui d'un point de vue architecture serait sans doute très très proche, mais pourquoi est-ce que ce serait pas un M1 qu'on a vu annoncé au départ pour un Mac qui arrivait dans l'iPad Pro En théorie, rien, sauf le fait que les M1 sont faits pour consommer beaucoup plus, parce qu'ils sont faits pour être beaucoup plus puissants. Okay. En fait, c'est la même chose en fait. Hein. Je pense que les A15, les M1, M2, c'est très 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 proche. C'est juste qu'il y en a qui sont faits pour des machines beaucoup plus puissantes, qui ont surtout des batteries beaucoup plus grosses et des profils thermiques complètement différents, parce que tu diffuses, tu laisses pas échapper la chaleur de la même manière sur un téléphone et sur un ordinateur. Sur un ordinateur, la grande surface permet de laisser s'échapper beaucoup plus facilement l'énergie, quoi. Donc en théorie, ça serait étrange de voir un M1 sur un iPhone 13. Bien sûr. Ok. Ça arrivera peut-être le jour où ils seront aussi gros que des iPads parce qu'on pourra les plier, va savoir. On va parler aussi d'autres composants assez fondamentaux, c'est les disques durs, Guillaume. Oui. Alors, si tu voulais, je sais pas si tu voulais parler du M1 parce que je me souviens que tu m'avais relancé sur une news qui était, tu sais, un truc qui expliquait pourquoi les utilisateurs de Mac M1 sont tellement élogieux, pourquoi ils avaient l'impression d'avoir une machine qui était beaucoup plus rapide que ce qu'elle est en vrai en fait. Parce que les processeurs M1 sont très bons, hein, attention, c'est incontestable, ce sont de très très bons processeurs, ils sont de bonnes machines, meilleurs que les Intel qui étaient utilisés avant notamment. Ils sont bien meilleurs que les Intel qui étaient utilisés avant, il n'y a aucune contestation possible. Par contre, en termes de performance brute, en fait, ils sont quand même pas si loin des Ryzen d'AMD, les derniers Ryzen d'AMD sont vraiment pas loin, quoi. Et s'ils remportent le match, donc avec l'efficacité énergétique, donc n'oublions pas que, comme on l'a dit, hein, c'est aussi la gravure 5 nanomètres dont bénéficient pas encore les concurrents qui avantage Apple, hein. Pourtant, les utilisateurs semblent ressentir un gap de performance qui est plus grand que ce qu'il ne l'est en réalité. A priori, le truc qui remonte très souvent, c'est l'utilisation notamment des navigateurs. Tu cliques, ça sort tout de suite, ça a l'air très impressionnant. Oui, mais en fait, la raison est beaucoup plus logicielle et un peu matérielle, finalement. Parce que les choix que fait le système d'exploitation, ils sont pour beaucoup. Parce qu'en réalité, à chaque instant, un système d'exploitation, ça maintient en vol une foule de programmes, de processus divers qui demandent des ressources. Et donc le programme que vous utilisez, mais aussi les processus en arrière-plan, les mises à jour, la journalisation du disque, tout simplement tous les éléments de l'interface, puisque un bouton, un ascenseur, une image affichée, tout ça, c'est des processus qui se bousculent, et l'OS, il n'a pas autant de cœur que ça, donc il doit choisir qui va s'exécuter et pour combien de temps. Donc comment organiser la queue pour qu'au final tout soit fait comme il faut, le plus vite possible, ou peut-être pas finalement, parce que macOS a choisi de ne pas faire les choses le plus vite possible, dans l'absolu, mais de faire les choses le plus vite possible, de faire en tout cas le plus vite possible ce qui se voit. Voilà. macOS, il possède 5 niveaux de priorité, qui sont dit aussi Quality of Service, donc il y a le défaut, il y a Background, Utility, User Interactive et User Initiated. Alors, les deux principales raisons à la réactivité légendaire quasiment des Mac M1, c'est que d'une part, macOS privilégie en général les processus User Interactive et User Initiated. Donc en gros, il fait en priorité ce que vous demandez et ce que vous voyez. Donc ça, c'est un choix de design qui se comprend, mais il faut bien voir qu'il n'est pas absolu.
Privilégier l'interface, c'est bien pour le ressenti de l'utilisateur, mais ça prend quand même des cycles qui ne peuvent pas s'exécuter pour le reste, quoi. Donc le reste s'exécute un petit peu plus lentement. Et en fait, Apple va plus loin dans cette optique, beaucoup plus loin, puisque les M1 ont 2 clusters. Donc ils ont, comme un téléphone portable, comme beaucoup de téléphones actuellement, ils ont un cluster économe, et peu puissant donc, et un cluster qui est plus énergivore et beaucoup plus rapide. Et bien macOS, lui, va réserver les processus de type background au cœur, les cœurs les plus petits, qui s'appellent les cœurs Ice Storm, et du coup, les cœurs qui sont les plus gros, qui s'appellent les Firestorm, sont libres. Et donc, ils répondent tout de suite. Ce qui se traduit par une réactivité utilisateur qui est meilleure. Par contre, ça veut dire aussi que toute action effectuée en arrière-plan sera plus longue. Exemple, exporter une vidéo. Là, l'exemple qu'il donnait, le mec qui discute de ça, il donnait l'exemple de la compression d'un gros fichier en arrière-plan. Donc dans l'article, en fait, c'est l'installeur de Big Sur, tout simplement. Donc ce truc-là prend 26 secondes sur un Intel Xeon, alors qu'il en prend 101 sur un M1. Ce qui est frappant, c'est que si tu mets le processus en avant-plan, donc en mode User Interactive, la plus haute quality of service, le M1 prend 14 secondes pour le faire contre 23 pour le Xeon. Donc le M1 pourra aller beaucoup plus vite pour compresser le fichier, mais il choisit de le faire lentement pour privilégier l'interface et les processus interactifs. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un M1 qui met 101 secondes contre 26 secondes sur un Intel Xeon quand les processus sont en arrière-plan. Du coup, cette réactivité, c'est autant une spécificité matérielle qu'un choix d'implémentation de l'OS. C'est hyper intéressant, mais cela dit, le choix de design est vachement centré utilisateur et a beaucoup de sens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont préférer avoir leur fenêtre de navigateur qui se lance très très vite plutôt que les compressions de fichiers ou d'autres traitements d'arrière-plan. Finalement, c'est un choix qui est assez légitime. Ça se comprend tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Ok, donc c'est une question de feeling. Et d'ailleurs, côté Samsung, ils veulent réagir par rapport à ça? Non, mais Samsung, non, mais c'était le Exynos dont je parlais. Mais c'est vrai que tu parlais de disques durs, effectivement, de réactivité, ça passe aussi par les disques durs, parce que on sait bien que les disques durs, c'est un petit peu persona non grata, où en 2021, avoir son système d'exploitation sur un disque dur mécanique, c'est interdit, quoi. Sauf... il vaut mieux pas. Sauf si tu te mets au chia. Sauf si tu te mets au chia, mais alors il faut pas mettre non, il vaut mieux pas faire du chia sur le même disque que sur lui sur lequel t'as ton OS, parce que ça peut être difficile pour la réactivité, justement. Non, mais bon, c'est vrai que les disques durs, quand même, font évidemment de la résistance, donc ils passent à l'hélium, ils proposent toujours plus de plateaux, toujours plus de capacité, jusqu'à 18 téraoctets maintenant, c'est quand même assez dingue. Tu peux même toucher 12 téraoctets pour 250 balles. Enfin non, ça c'était avant le chia, justement, mais bon. Mais bon, évidemment, au niveau des performances, les SSD, ça n'a rien à voir, les SSD rapides, déjà, bien entendu. Tous les SSD se valent pas, loin de là, mais bon, même un SSD d'entrée de gamme enterre un disque dur pour la réactivité d'un système, je pense, mais bon. Donc si on veut aller plus loin et plus vite sur un disque dur, comment faire? Parce que c'est quand même ça, Le but, c'est quand même d'essayer de rattraper un petit peu le retard. Donc en gros, ce qu'on avait actuellement comme solution, c'était accélérer la vitesse de rotation. Donc il y avait tout le monde à peu près sait qu'il y avait les 5004, les 7002, et là il y a aussi les 10 000, il y a les 10 000 tours par minute, qui sont en général dans les serveurs, mais ça reste mécanique, donc ça reste délicat de monter vraiment au-dessus. Donc Seagate a eu une autre idée pour améliorer les performances, c'est de mettre 2 têtes de lecture au lieu d'une. Bon, en fait, c'est plutôt 2 bras, parce que sur un disque dur standard, vous avez donc une pile de disques comme ça, les disques sont empilés, les disques magnétiques, et puis dessus se déplacent des têtes de lecture, et elles se déplacent toutes d'un seul tenant, ensemble. Donc si vous avez 6 plateaux, vos 6 têtes se déplacent ensemble sur les 6 plateaux. C'est une sorte de peigne, tout simplement, vous avez une sorte de peigne, comme ça, et vous avez un disque dur entre chaque espace du peigne. Mais bon, vous avez qu'un seul actuateur, c'est-à-dire le peigne entier se déplace d'un bloc. Bon, avec le Mac 2 de Seagate, il y a 2 peignes en fait. Vous rajoutez un deuxième actuateur. Au lieu d'avoir toutes les têtes sur un même secteur des 6 plateaux, vous avez 2 actuateurs, donc 2 peignes, qui sont 2 fois plus petits, qui se déplacent indépendamment, qui peuvent donc accéder et lire 2 fois plus de données. Et donc avec ce système, ma Mac 2 peut atteindre 524 mégaoctets par seconde, ce qui est la vitesse pratiquement de SSD d'entrée de gamme. Et de même pour les accès, on passe on est de l'ordre de 3 à 380 input, donc IOPS, c'est-à-dire donc opération d'entrée-sortie par seconde, soit 2 fois plus à peu près qu'un disque dur standard. C'est très impressionnant. Et donc évidemment, c'est quand même assez sympa, sauf que ça consomme plus aussi. Évidemment, puisque comme on a 2 moteurs, ça consomme 1,4 fois plus pour être précis. Bon,
C'est à ce prix qu'en essence, vous avez 2 disques durs dans le même boîtier, puisqu'en fait, c'est un petit peu le principe quelque part. Ouais, bien sûr. Oui, j'imagine, et ça n'a pas vraiment de conséquences catastrophiques parce que c'est pas forcément ce qu'on recherche en premier dans un disque dur, mais j'imagine que ça fait plus de bruit aussi, forcément. Alors, c'est possible que ça fasse plus de bruit parce que 2 actuateurs qui se bougent, ça doit faire un petit peu plus de bruit, effectivement. Bon, pour l'instant, de toute façon, le Mac 2 est réservé aux entreprises. Il sera pas donné, je pense, vraiment pendant un moment. Mais ça confirme quand même que le disque dur n'est pas mort. Non, et c'est très impressionnant. J'aurais jamais imaginé qu'effectivement un disque dur avec des évolutions puisse aller aussi vite, en tout cas, que certains SSD. C'est super intéressant de voir que ça peut évoluer à ce niveau-là, même si j'imagine que c'est pas l'avenir pour le grand public, mais enfin bon, c'est un chouette champ d'exploration et d'évolution. Un petit mot sur les véhicules de demain, Guillaume. Ouais, là on entre un petit peu dans le dur de cet épisode qui est un petit peu la mobilité électrique, les véhicules électriques. Moi je voulais parler des moteurs, mais c'est vrai qu'on peut parler aussi des batteries. En gros, tu sais, dans une voiture, il y a le châssis, le poids, l'aérodynamisme. Dans une voiture électrique, il y a aussi 2 trucs qui sont aussi hyper importants. Il y a les batteries et les moteurs. On va parler des moteurs un petit peu plus loin, mais c'est vrai que les batteries, c'est surtout souvent ce qui concentre un petit peu l'attention, on va dire. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les batteries, c'est un truc qui évolue pas tant que ça, et puis qu'on a toujours un petit peu les mêmes. Bon. En fait, il y a pas mal d'évolutions qui se préparent au niveau des batteries, puis il y a aussi toutes les évolutions incrémentales qu'on ne voit pas, et qui sont quand même super intéressantes. Par exemple, dans les trucs qui se préparent, il y a des choses qui peuvent être vraiment transformatives. Est-ce que tu connais QuantumScape ? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une série télé, bien que, c'est vrai que ça donne vraiment le nom d'une série télé. QuantumScape. Ça pourrait être une super série télé, et en fait, c'est vrai que comme la boîte est au centre d'une petite saga de controverses, finalement, ça pourrait faire limite une émission. Mais bon, en fait, c'est une boîte qui veut changer les batteries au lithium-ion en visant environ, en fait, les électrolytes liquides, ou en gel, à la limite, et faire une batterie complètement solide. Alors, c'est pas des rigolos à la base, c'est une boîte qui a plus de 10 ans finalement et qui est issue de Stanford et qui a Volkswagen pour partenaire. C'est quand même un partenaire qui a investi 300 millions de dollars pour utiliser donc les super batteries QuantumScape hypothétiques pour le moment d'ici 2025. Alors, bon, le principe d'une batterie lithium-ion, rapidement, c'est d'avoir un échange d'ion lithium entre une cathode qui élabore plus et une anode qui élabore moins. Bon. Le lithium se débarrasse volontiers d'un électron, en fait, qui part circuler dans le circuit électrique qu'on branche à la batterie, lors de la charge ou lors de la décharge, d'ailleurs. Bon, les ions lithium sont positifs, donc ils vont du côté où il y a des électrons qui sont négatifs. Bon, évidemment, ils sont positifs, vont être attirés par les côtés négatifs. Donc une batterie à 2 bornes, où des électrons arrivent ou repartent dans un sens qui dépend, soit si on charge, soit si on décharge. Donc si on charge, les électrons partent du côté plus et arrivent du côté moins. Donc hop, les ions se carapatent de ce côté et se lovent dans l'anode, où ils restent peinards. Voilà, ils restent peinards jusqu'à ce qu'on décharge la batterie, parce que là c'est l'inverse. Les électrons partent du côté moins, ils arrivent du côté plus, ce côté devient négatif, ce qui plaît bien aux ions qui vont revenir dans la cathode. Bon, la cathode, c'est ce qui donne les ions lithium. En général, c'est un oxyde de lithium, voilà. Et l'anode, c'est ce qui héberge les ions lithium. Donc c'est un truc qui est plutôt spacieux, cosy, en tout cas du point de vue de nos lithium, parce que les ions lithium, ça aime bien son petit confort. Donc sur le papier, tout roule, en fait on pourra faire ça éternellement, il n'y a pas trop de soucis. Et bon, au plus on a d'ions, au plus on a de capacité, c'est génial. Mais patatras, si j'ose dire. Parce que rien n'est aussi simple dans ce bas monde. Parce que le graphite est fragile. Et puis bon, les ions lithium, c'est des sauvages, ils arrêtent pas de faire des allers-retours, ils vandalisent tout, et bon, en gros, les beaux apparts de l'anode, ils sont vandalisés à chaque fois. C'est des mauvais locataires Airbnb, quoi. C'est des mauvais locataires Airbnb, c'est exactement ça, c'est des locations saisonnières de courte durée. Résultat, il y a de moins en moins de logements, voilà, et l'anode accueille de moins en moins d'ions, et la batterie s'use. Donc tout ce petit monde baigne en général dans un électrolyte, donc c'est un gel ou un liquide, qui peut être d'ailleurs dangereux et inflammable. Et une batterie, c'est un sandwich avec une cathode, un séparateur et une anode. Avec des bornes métalliques, évidemment, qu'on colle sur l'anode et la cathode. Et ce truc, on peut le laisser à plat. Ça fait une batterie plate, ou alors on l'enroule si on veut une batterie cylindrique. Dans l'ensemble, le graphite, il sert à rien, en fait, en ce qui concerne l'énergie, ça, la densité énergétique. Donc, il stocke les ions, c'est tout. Et il se dégrade, et c'est tout, finalement. Donc, chez QuantumScape, ils se sont dit, et si on mettait pas d'anode du tout ? Ah, c'est bon. Il manquerait quelque chose, par contre, non ? En fait, qu'est-ce qu'il ferait ? Les ions migreraient quand même. Oui. Ils s'accumuleraient près de l'électrode moins, quand même, lors de la charge, contraint et forcé, puis ils reviendraient dans la cathode en décharge. En fait, l'anode disparaîtrait simplement.
C'est-à-dire qu'il se créerait une anode quand les ions s'accumulent lors de la charge, et l'anode disparaîtrait totalement pendant la décharge. Ça deviendrait une sorte d'anode temporaire. Et ça, c'est une super idée. Parce que, en fait, ça divise presque par 2 le volume de la batterie pour exactement la même énergie stockée, puisqu'on n'a plus besoin de graphite. Donc c'est génial, mais le problème, c'est que l'anode temporaire est en lithium métallique, du coup. Donc avec les charges et les décharges, elle a tendance à former des dendrites, et si ces dendrites touchent la borne opposée, c'est le court-circuit. Donc il faut que tout reste bien en place, il faut que des composants solides, en fait. Ça, si c'est solide, mais les dendrites, elles peuvent pas passer, si tu veux, tout reste bien collé. Et ça, c'est assez compliqué, en fait, parce que, voilà, il faut vraiment des trucs qui laissent passer que ce qu'il faut. Donc, QuantumScape fabriquait une batterie sans anode, avec une cathode et un séparateur en céramique. Donc le contact de l'anode est directement sur le séparateur, quand la batterie est déchargée, donc elle est comme ça en fait, et quand on la charge, les ions lithium se barrent, traversent le séparateur, et viennent former d'eux-mêmes une anode en lithium métallique de l'autre côté du séparateur. Bon, certains pensaient que QuantumScape était en train de se planter, Elon Musk en a parlé d'ailleurs, et un fonds d'investissement qui s'appelle Scorpion Capital, qui l'a shorté, même un petit peu comme GameStop. Bon, ça a été tout un truc. Ben, figure-toi que malgré tout, QuantumScape semble être sur la bonne voie. Ils ont produit une petite cellule de la taille d'une grosse pièce de monnaie, qui a déjà subi plus de 1000 cycles. Et une plus grosse, qui a subi 455 cycles, tout en conservant 90% de sa capacité. Parce que bon, si on se débarrasse du graphite, c'est open bar. On peut charger plus vite, la batterie s'use beaucoup moins, et on gagne 80% de densité énergétique. Donc ça s'appelle une révolution à ce niveau-là. Et chez QuantumScape, ils estiment que cette révolution pourrait arriver en proto en 2022, déjà. Bon, c'est en proto en 2022, et faut pas oublier que Volkswagen compte les utiliser en 2025, donc c'est pas si loin que ça. Alors je sais, vous allez me dire, ok, c'est encore une promesse de batterie révolutionnaire, t'en parles régulièrement, encore aujourd'hui tu nous fais le coup, bon, parce qu'en plus de QuantumScape, je pourrais vous parler aussi d'une autre batterie, des Australiennes de GMG, qui abandonnent carrément le lithium ça saoule, donc ils prennent de l'aluminium. Mais attention, c'est un truc qui carbure pas seulement juste à l'aluminium, c'est un truc qui carbure à l'aluminium et au graphène. Alors ça c'est pour 2024. GMG envisage de proposer des accus graphène-alu dans des voitures avec la promesse de, pareil, une meilleure densité électrique, densité énergétique, et de recharger 60 fois plus rapide. Donc en gros, ta voiture est chargée à bloc en quelques minutes, quoi. C'est incroyable. Et alors là, le principe, il est complètement dingue, puisque finalement, tu veux insérer des atomes d'alu dans des trous percés dans des millefeuilles de graphène. C'est un truc... voilà. Donc effectivement, j'ai bien conscience que tout ça paraît toujours très lointain, que malgré toutes ces news, vous avez toujours l'impression d'avoir un petit peu la même chose dans votre téléphone ou votre PC. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus, mais c'est pas tout à fait vrai. Pour être honnête, oui, c'est vrai, vous avez toujours des batteries qui reposent sur la même technologie depuis 30 ans dans vos appareils, puisque la première batterie lithium-ion, c'était Sony en 91. Mais depuis, quand même, leur efficacité a triplé. Une batterie de même taille en 91 contenait 3 fois moins d'énergie. Et les prix se sont effondrés. Elles sont presque 10 fois moins chères qu'il y a seulement 10 ans. Quand on parle de batterie lithium-ion, ça veut dire qu'il y a du lithium dedans, en fait. Mais c'est tout. Parce que l'intégralité des autres composants, c'est la discrétion des constructeurs. Et tous les ans, ils introduisent des petites améliorations qui, en s'accumulant petit à petit, permettent d'avoir aujourd'hui des batteries qui sont super performantes. Et en vrai, il existe plein de types de batteries lithium-ion. En fait, il y a 6 grandes familles. Donc selon la chimie de la cathode finalement. Donc vous avez lithium-cobalt, lithium-manganèse, phosphate de fer, oxyde d'aluminium, donc elles ont des noms qui sont extrêmement poétiques puisqu'elles s'appellent LCO, LMO, LFP, NMC, NCA ou LTO, et elles ont toutes évidemment leurs forces et leurs faiblesses comme des héros de jeux vidéo. Donc évidemment, une batterie, c'est comme un héros de RPG. Ça a tout un tas de paramètres, tout un tas de stats. Et l'important, c'est évidemment varie en fonction de l'application. Et c'est pareil dans les jeux vidéo, évidemment. Vous n'allez pas avoir le même usage pour un tank, un healer et un DPS. Et là, c'est la même chose. Et donc, pour une batterie, ça sera durée de vie, coût, énergie stockée, sécurité, puissance, etc. Bon. Pour un téléphone portable, évidemment, on va privilégier la densité de l'énergie, parce que c'est tout petit. Et puis la sécurité, peut-être aussi, souvent au mépris de la durée de vie, tout simplement. Et donc, on opte pour les LCO. LCO, c'est pour lithium cobalt oxyde. Pour les voitures, c'est pas du tout la même chose. Parce que les voitures, t'en changes pas tous les 2-3 ans. Donc, on voudra miser sur la durée de vie. Et donc, du coup, on va opter pour le NCA, nickel, cobalt, aluminium. Alors que le LFP, donc le LFP, c'est phosphate de fer,
ben, c'est lui qui a quand même la meilleure durée de vie dans l'absolu. Mais le problème, c'est qu'il stocke trop peu d'énergie. Donc ça le rend assez difficile à utiliser pour plein de trucs. Donc si on prend l'exemple de Tesla, ben, il a opté pour le NCA. Donc les véhicules électriques sont une demande qui est de plus en plus forte, hein. Non seulement de batterie, mais aussi d'innovation de batterie. Donc c'est un marché qui est vraiment en pleine croissance, qui réserve beaucoup de surprises pour la décennie à venir. Donc la batterie, c'est super important, hein, dans une voiture électrique, mais bon, évidemment, elle ne fait pas tout, le moteur creuse pas pour du beurre, et on va en parler longuement, mais ce sera après ton interview, mon cher Guillaume. Tu vas être interviewé tout de suite. Magnifique. Tu commences à prendre la main des interviews, Guillaume. Mais oui, mais c'est parce que tu es ici, on change de siège. Attends, J'adore. Voilà, on échange de siège. Et cette fois, tu es interviewé parce que, et oui, tu n'es pas comme tout le monde. Parce que toi, avant, tu avais une voiture, mais maintenant, tu as une Tesla. Et pas n'importe laquelle. Tu as une Tesla Model 3. Et tu vas nous faire l'honneur, à nous communs, de nous parler de ton expérience en Tesla Model 3. Bah oui, alors avec grand plaisir, mais j'ai l'impression par contre que je suis loin d'être le seul dans cette situation parce que j'ai l'impression d'assister à une espèce d'explosion là des achats de véhicules électriques, pas forcément d'ailleurs que de Tesla. Alors après c'est toujours le même syndrome, tu sais, quand tu envisages de changer de voiture, le modèle que tu envisages de prendre, tu le vois partout sur la route. Et évidemment quand tu l'as acheté, après tu le remarques encore plus. Je pense qu'il y a un biais cognitif catastrophique sur le sujet, mais je pense qu'il y a quand même malgré tout vachement d'engouement autour de l'électrique, et c'est effectivement un choix que j'ai voulu faire parce que j'avais toujours le même véhicule depuis 2015, et donc j'avais une envie de changer. J'ai vu pas mal de personnes autour de moi qui ont changé pour effectivement une Model 3, et c'est avec ces expériences de mes proches que je me suis rendu compte que les Model 3, contrairement à ce que l'inconscient collectif te martèle dans le cerveau, les véhicules ne sont pas forcément à 100 000 euros, et ils sont même bien en dessous de ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal de conditions tarifaires en ce moment qui font que j'ai été même surpris de voir que, en gros, moi, mon véhicule, maintenant, il me coûte 290 balles par mois. Là où, pour comparer, en fait, ça me coûtait, j'avais une C4 Cactus, donc de 82 chevaux, qui avait des performances assez honorables, assez réservées, j'allais dire plutôt, et ça me coûtait 265 € par mois. Donc tu vois, la différence n'est pas si énorme que ça. Alors il y a plein de bémols. C'est même étonnant, hein. C'est très étonnant, et en fait, quand on réalise ça, on se rend compte qu'il y a un vrai virage qui est en train de se faire, qui s'explique par plein d'aspects. Le principal aspect, et je pense que ce sera un des éléments que tu pourras développer tout à l'heure dans l'explication du fonctionnement des moteurs électriques, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Et dans les 265 € par mois de location longue durée que j'avais sur ma C4 Cactus, il y avait une part d'entretien, parce que je voulais pas, moi, être amené à ce qu'on me demande de sortir un gros montant d'un coup pour changer quelque chose que j'avais pas anticipé, n'y connaissant pas suffisamment en mécanique, et donc je voulais que tout soit absorbé mensuellement et que j'ai pas de surprise. Et quand tu regardes, finalement, les Model 3, moi j'ai des proches qui en ont depuis plus de 2 ans, et ils ont eu comme coût d'entretien que le changement du lave-glace, ce qui évidemment fait quelque chose de très compétitif là-dessus. Il y a aussi bien évidemment la consommation de carburant qui dans certains cas coûte beaucoup moins cher, et dans d'autres cas ne coûte plus rien. Moi c'est un petit peu mon témoignage, et ça a été un petit peu mon petit challenge, c'est qu'en plus j'ai pas de borne chez moi. Parce que ça, c'est aussi un enseignement qu'on peut avoir sur les véhicules électriques. C'est qu'en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, en fonction de là où vous vivez, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une borne chez vous et une prise. C'est pourtant un peu l'idée préconçue. Je sais pas si c'est encore toi cette image que tu peux avoir de la possession d'un véhicule électrique, mais c'est déjà les premières questions que tu te poses, c'est quelle est l'autonomie et comment ça se passe le chargement, quoi. Bien sûr. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que je la branche direct à la prise, combien de temps ça va prendre, bien entendu. Ça paraît même, enfin moi, ça m'insécuriserait en fait de pas pouvoir recharger ma voiture électrique. Tu vois, c'est comme si je devais aller à une banque pour recharger mon portable. C'est assez marrant. Et c'est exactement ça. Alors, il y a beaucoup de bémols quand même qu'il faut que je donne, c'est que c'est pas l'utilisation de Monsieur et Madame tout le monde, et ça n'ira pas dans toutes les configurations, mais il y a quand même 2 points importants. Allez, 3 points à garder en tête. Le premier point, c'est que ton véhicule électrique, tu peux déjà le charger sur une prise électrique chez toi. Donc ça, c'est une première impression qu'on peut avoir, c'est d'installer forcément une borne dédiée, tu sais, un gros truc sur le mur avec le câble qui s'enroule, etc. Bon, en fait, dans énormément de cas, compte tenu du nombre de kilomètres qu'on peut faire par jour pour aller au boulot ou par semaine, finalement, le brancher sur une prise domestique, ça va largement satisfaire les besoins de beaucoup de monde. Effectivement, tu vas la brancher le soir et elle sera chargée le lendemain, ça va mettre plusieurs heures, mais c'est tout à fait viable.
Le deuxième point, c'est dans le cas de Tesla, et quand tu achètes un véhicule Tesla, c'est un des arguments qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tu accèdes aussi au réseau des superchargeurs qui sont assez étonnants parce qu'il y a des superchargeurs vraiment partout en France. Quand vous regardez la carte des superchargeurs, vous avez un nombre de bornes complètement ahurissant, et il est très rare qu'on puisse se retrouver dans un désert de superchargeurs en France. Dans d'autres pays, je peux pas me prononcer, mais je crois même savoir que dans d'autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Il y a certains endroits, par exemple dans le Massif Central, tu vois, si tu fais un week-end selon le trajet, tu peux te retrouver un petit peu à court de superchargeurs à l'aller parce que tu es en côte, parce que ta voiture consomme plus et donc tu as plus de distance à parcourir et les superchargeurs sont pas suffisamment denses à cet endroit-là. Mais il y a en tout cas ce réseau des superchargeurs qui font qu'en gros, quand tu arrives à un superchargeur, tu branches ton véhicule et on va dire en 15 minutes, en 10-15 minutes, tu as obtenu suffisamment d'autonomie pour repartir très longuement faire ton trajet. Et d'ailleurs, c'est un point hyper important, c'est qu'un véhicule électrique, c'est tout sauf limitant pour les longs trajets. Tu sais, t'as toujours cette réflexion de dire, oui, mais demain, si je veux faire Paris-Marseille... Ça vient des premières voitures électriques, ça, parce que les voitures électriques, il y en a depuis les années 90, et bon, au début, c'était vraiment des tout petits modèles avec des toutes petites autonomies. Et ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, et effectivement, on n'est plus sur des citadines parce qu'on peut maintenant faire des longs trajets avec, et du coup, les longs trajets, ils se font systématiquement en anticipant des petites pauses aux superchargeurs. Alors c'est dans le cas de Tesla, du côté des autres constructeurs, il y a un autre réseau qui est en train de se mettre en place parce qu'ils se sont associés pour faire face aux superchargeurs avec le réseau Ionity, qui fonctionne peu ou prou de la même manière. Le chargement dans ces réseaux de charge rapide sont plus chers que dans les bornes qui sont pas des superchargeurs. Du coup, ça te fait... Alors déjà, juste pour avoir une idée, charger full, elle fait à peu près combien de kilomètres? Alors, l'autonomie qui est annoncée, moi j'ai pris l'entrée de gamme, donc la Standard Range Plus de la Model 3, elle a une autonomie dite WLP, enfin je sais plus quelle est la norme là, mais de 448 km. Donc, en vrai? Comment? Et en vrai? Alors, en vrai, il y a beaucoup de bémols à y faire. Le premier bémol à y faire, c'est que Tesla te recommande de ne pas charger ta batterie à plus de 80% au quotidien. Ça veut dire que si tu fais un long trajet, tu peux partir à 98% de batterie si tu veux, mais au quotidien, les gens l'utilisent en la chargeant en gros à 80%. De même, ils te recommandent de pas trop descendre en dessous de 20%. Donc la même chose, si tu fais des longs trajets, que tu es joueur, que tu veux aller jusqu'à 1 ou 2%, tu peux le faire sans problème, mais il faut assez vite recharger derrière pour remonter. Il te recommande pas de rester trop longtemps en dessous des 20% pour la durée de vie de la batterie et pour maintenir le plus longtemps possible le fonctionnement optimal. Donc dans les faits, tu vois, tu peux enlever déjà 40% en fait sur ces 448 km. Notez bien que c'est la même chose sur un téléphone mobile, hein. C'est-à-dire que les téléphones mobiles, il vaut mieux pas les mettre à zéro et il vaut mieux pas les charger à 100%. C'est la raison Après, l'électronique laquelle... et des téléphones mobiles peut peut-être aussi s'occuper de ce genre de truc, mais il y a un petit peu le même phénomène, si tu veux, qui apparemment est un petit peu amplifié sur les batteries de voiture. Oui, parce que, j'imagine que c'est parce que comme c'est plus gros, c'est plus conséquent et les conséquences sont plus importantes. Mais effectivement, maintenant Android et iOS, enfin Android, j'en suis presque sûr, tu me le diras, mais Android et iOS maintenant gèrent le fait que quand tu charges ton téléphone le soir, il le charge pas à 100% d'un coup, mais qu'il va essayer de comprendre comment le charger au mieux pour que le matin t'aies 100%, mais que la batterie soit pas trop remplie trop longtemps dans la nuit, quoi. Donc ça c'est un point important et dans les faits aujourd'hui l'autonomie je la calcule pas en fait parce que à chaque fois quand j'ai des longs trajets à faire je raisonne avec quels sont les superchargeurs auxquels je vais m'arrêter pour faire mon trajet. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui si les gens qui nous écoutent ou toi Guillaume vous êtes dans des réflexions d'acquisition d'un véhicule électrique, plus encore que l'autonomie du véhicule, ce qui m'apparaît beaucoup plus important c'est le maillage des charges rapides. Ce qui argumente encore une fois pour moi pendant encore quelques temps je pense auprès de Tesla qu'il y a un maillage plus dense, mais demain quand Ionity aura fait le même travail de densité, je pense que le raisonnement de l'autonomie d'un véhicule électrique c'est finalement un piège. Alors oui, tu vas pas parcourir des longs trajets avec une Zoé parce que encore une fois l'autonomie est bien trop inférieure, mais quand on part d'une autonomie théorique batterie pleine de 448 km, en fait finalement virtuellement t'es limité par rien, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question là-dessus. Oui. Enfin, disons que, en gros, donc, ça veut dire que dans la vraie vie, je peux compter sur 200 bornes d'autonomie, quoi. Largement. 250 bornes sans problème, ouais.
D'accord. Et combien ça coûte de s'arrêter à un superchargeur? Alors, les coûts de rechargement sont hyper pas clairs parce que alors c'est de 37 centimes à 39 centimes du wattheure. Donc voilà, les raisonnements en wattheure sont super pas clairs parce qu'il faut faire il faut faire l'analogie entre les wattheures, le nombre de kilomètres, l'autonomie que vous avez. Donc tout ça est finalement assez compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que allez, en gros, je vais donner des grands chiffres. Quand vous passez de 0 à 80% dans un superchargeur, ça va vous coûter, allez, gros, schématiquement 7-8 euros, quoi. Donc voilà, ça dépend des superchargeurs, mais grossièrement, sachez que vous êtes très en dessous du coût du consommation en essence, ce qui là aussi arbitre par rapport à un budget mensuel d'un véhicule en faveur de l'électrique, enfin sur les coûts que ça va occasionner forcément. Cela dit, il y a un dernier point que je voulais souligner pour la charge qui est important, c'est que il y a, et j'en profite largement de mon côté, un réseau de bornes de charge qui sont soit pas chères, soit gratuites. Il y a notamment Lidl, qui est un distributeur en France en grande surface, qui propose des places de stationnement où vous pouvez charger votre véhicule, alors pas avec des supercharges, mais gratuitement, sans trop de limitations, en tout cas pour l'instant. Alors forcément, là pour le coup, si vous voulez remonter votre batterie de 20 à 80%, ça va vous prendre quelques heures. Donc c'est moins facile de le faire, mais c'est tout à fait possible si vous faites pas trop de kilomètres par semaine, ce qui est mon cas, de vous faire une petite charge hebdomadaire dans une place de stationnement avec une borne où vous rechargez gratuitement. Et il y a aussi tout un réseau de bornes qui ne sont pas là non plus des superchargeurs, mais qui vous permettent de charger pour des tarifs plutôt hyper accessibles. Disons que on arrive autour de 12 ou 17 centimes du wattheure, qui fait que en gros votre charge va vous coûter 4-5 euros, quoi. Grosso modo, le plein en électrique, ça va vous coûter 4-5 euros. Donc on est sur quelque chose qui est globalement très économique, en tout cas à court terme. Ce qui est plus compliqué, c'est de se projeter à très long terme et de savoir ce que donnera la batterie quand elle aura perdu de ses capacités et qu'elle aura perdu de son autonomie, quoi. Tu peux, là, est-ce que c'est déjà prévu? Est-ce que tu peux changer de batterie, par exemple? Alors, moi, dans mon cas, je suis parti sur une location avec option d'achat. Donc, c'est la petite particularité, c'est qu'évidemment, si à la fin de la période de location, tu veux pas acheter le véhicule, tu peux le libérer. Donc, je me suis moins projeté sur des achats, sur des remplacements de batterie. Mais oui, tu peux remplacer la batterie si tu veux. C'est assez cher, globalement. Et c'est vraiment pour moi une question et un flou. C'est l'achat d'un véhicule électrique aujourd'hui, c'est moins un investissement, si tant est qu'on puisse parler d'investissement pour une voiture qui est forcément une source de coût plus qu'autre chose, mais c'est moins un investissement qu'un véhicule thermique sur le long terme, quoi. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Et bon, maintenant parlons conduite. Je veux dire pour les chauffeurs, pour ceux qui aiment bien conduire. Qu'est-ce que tu vois comme différence à la conduite entre ta Cactus et ta Model 3? Alors bon, déjà ça a plus de pêche que ma CK Cactus auparavant, et c'est un élément qui est vachement sécurisant. Donc j'ai plus les chiffres exacts, mais celle que j'ai, je crois qu'elle fait du 0 à 100 en 5 secondes 6. Donc évidemment l'intérêt, c'est pas de te faire des accélérations comme ça tout le temps, parce que en fait tu testes au début et très rapidement, il y a une telle puissance que limite ça rend malade tout de suite, donc c'est pas très satisfaisant, je trouve. Par contre, ça offre une sécurité dans la conduite qui est assez dingue, c'est-à-dire que tu sois en côte, que tu sois dans un environnement où il y a de la circulation, si tu veux réagir vite, il y a ce phénomène qui est extrêmement sécurisant d'avoir un véhicule qui a beaucoup de patates, surtout quand, comme moi, on vient d'un véhicule qui était largement en sur-régime en permanence et qui n'arrivait pas du tout à suivre la cadence. Donc ça donne quoi en côte? Ça donne quoi en force? Tu veux dire quoi? D'un point de vue ressenti? Non, mais d'un point de vue, est-ce que ça monte bien les côtes? Est-ce que ça... moi je me suis jamais senti limité depuis que j'ai ce véhicule dans des circulations. Je me souviens une côte là entre Amiens et Rouen qu'on fait assez régulièrement, au moins une fois par mois, où je me rappelle, j'étais vraiment en 4e à fond pour essayer de récupérer mon 90 km/h, parce que c'est vraiment une côte qui est très prononcée à l'aller, et aujourd'hui je la vois pas passer en fait. Donc il y a vraiment une transparence dans les performances qui fait que on est absolument pas limité. Voilà, il faut savoir qu'avec ce type de véhicule, on est dans un confort de conduite et une réactivité qui est sans commune mesure. À tous les régimes, je suppose.
Et ça à tous les régimes, effectivement, et sans aucun bruit, et c'est ce qui est très déroutant d'ailleurs, mais effectivement, c'est à tous les régimes, tous les comportements, on a une réactivité qui est complètement dingue, et c'est une vraie différence, mais qui est liée à l'électrique, hein, qui est évidemment pas liée au Tesla, et je pense encore une fois que ce que tu nous diras tout à l'heure. Un petit peu, justement. Ah. C'est des questions qui sont un petit peu orientées, ça, parce cool. qu'en fait, une des raisons pour lesquelles, effectivement, le moteur Tesla de la Model 3 est bon à peu près tous les régimes, c'est parce que justement, il utilise une technologie qui est même assez évoluée, dont on va effectivement parler juste après. Parce que moi, j'avais déjà ce sentiment avec les Autolib qu'on trouvait à Paris, qui étaient les petits véhicules de ville électriques, et je trouvais déjà que les démarrages au feu face aux scooters qu'il y avait à côté, c'était bluffant, quoi. Il y a ce couple qui est offert par les moteurs électriques qui est complètement dingue, mais effectivement, il y a peut-être des spécificités Tesla que tu avais mentionnées dans nos échanges préalables et que tu évoques là qui sont à souligner aussi. Pour un conducteur, là, je fais un petit peu mon auto plus journaliste de bas étage, mais on peut aussi souligner le fait que effectivement c'est des véhicules qui sont très bien cotés niveau sécurité, et ça se ressent de manière générale. Bon, d'une part de par la réactivité, mais aussi par toutes les alertes que tu peux avoir dès que tu t'approches un peu trop vite des véhicules devant toi. Au quotidien, c'est un des avantages aussi des moteurs électriques, c'est que tu as beaucoup de place. C'est un véhicule qui offre en tout 425 litres, avec en plus un coffre à l'avant, un rangement sous le coffre arrière. Donc bon voilà, même s'il faut quand même avoir en tête qu'il faut stocker aussi quelques câbles pour le rechargement, globalement vous avez vachement de stockage. Et puis voilà. Alors sur les points quand même négatifs que j'avais soulignés, qu'il faut quand même que j'avance auprès des personnes qui se poseraient la question sur ce type de véhicule, il faut quand même souligner que ça reste des véhicules qui sont un peu larges. Là encore spécifiquement les Tesla, hein, qui sont des véhicules américains et qui sont globalement un petit peu plus encombrants que les véhicules européens classiques. Il y a un rayon de braquage qui est catastrophique, donc les manœuvres peuvent être un tout petit peu plus compliquées parce qu'il y a moins cette capacité à se mouvoir dans des environnements réduits, ce qui peut être compensé par évidemment toutes les caméras que vous avez à disposition dans une Tesla, mais il faut quand même le souligner. Et puis il y a aussi ce haillon arrière, en gros le coffre qui ne s'ouvre pas beaucoup, puisque c'est toute la vitre arrière qui va jusqu'en bas. C'est pas un vrai coffre comme vous avez l'habitude d'en connaître. Alors autant vous avez beaucoup de stockage, vous avez la possibilité de rabattre les sièges et stocker beaucoup de choses, mais il faut pas qu'il y ait un volume en hauteur qui soit trop important dans votre coffre. Ça, c'est un truc à garder à l'esprit. Donc ça, c'est sur des aspects très très voiture. Et il y a ce sentiment quand même globalement d'être dans un environnement hyper sécurisant, très feutré, où l'expérience est vraiment clé en main. Tu sais que j'aime bien l'expérience un petit peu prison dorée d'Apple. Donc comme tu l'imagines, je le retrouve complètement là-dedans, hein. Je suis complètement dans la cible, ça c'est clair. Bon, et alors, est-ce que, parce que je veux dire, la Tesla, c'est aussi la promesse d'un véhicule autonome, c'est la promesse d'un véhicule ultra sophistiqué de presque K2000 chez toi. Mais bien sûr. Qu'en est-il? Alors, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que c'est un véhicule qui est connecté en cela que tu peux, quand tu sors du magasin et que tu as ta Model 3 qui stationne au soleil, demander un peu à l'avance qu'ils te mettent la bonne clim à la bonne température pour pas crever de chaud quand tu rentres dedans, ou qu'elle est préchauffée au moment de ton départ. Donc il y a ces aspects de connectivité qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui pensent aux véhicules Tesla pour le côté robotique conduite autonome du véhicule. Bon. Moi, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait dans cette démarche-là. Il y avait évidemment la curiosité, hein. On fait Tech Café, donc évidemment, toutes ces innovations tech sont diablement intéressantes et très alléchantes, donc je voulais en savoir plus, mais c'est vraiment pas ce qui a motivé mon achat. Et grand bien m'en a fait parce que, écoute, au quotidien, j'ai été bluffé des performances exécrables en matière de reconnaissance de l'environnement. Je m'explique. La Model 3 est un véhicule qui sort en 2021 avec deux séries, pas mal d'options plutôt pratiques, et notamment tu as quelque chose que tu retrouves dans plein d'autres véhicules d'une certaine gamme, c'est le régulateur adaptatif. Donc en gros tu enclenches une vitesse et ton véhicule va aller jusqu'à cette vitesse quelles que soient les conditions de circulation, mais va aussi arriver à freiner tout seul sans que tu touches à rien s'il voit que le véhicule devant toi ralentit, jusqu'à l'arrêt d'ailleurs. Donc sur ces aspects-là c'est top. Petite parenthèse au passage pour dire que je conduis qu'avec une pédale, donc sans évidemment levier de vitesse, mais j'utilise pas non plus le frein puisqu'il y a ce freinage récupératif qui fait qu'on récupère de l'énergie au freinage jusqu'à l'arrêt, et donc je me sers pratiquement pas des freins. Là aussi vous économisez sur les changements de frein.
Bref, ce régulateur adaptatif, vous l'avez aujourd'hui sur plein de véhicules. Autre chose qui est cool, il y a le maintien dans la voie qui est présenté comme étant en gros une espèce de socle de série de conduite autonome chez Tesla, qui marche aussi plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand tu es dans une voie, que tu enclenches ce régulateur adaptatif et le maintien dans la voie, tu sais que ton véhicule va conduire tout seul et tourner aux bons endroits, et c'est assez bluffant. C'est vraiment au début très déroutant et ça marche très bien, et ça va freiner quand il y aura besoin et ça va réaccélérer jusqu'à la vitesse que tu lui auras demandé dès qu'elle le pourra. Donc ça c'est top. Après il y a la possibilité d'activer les tests de simulation de conduite pleinement autonome. Et là, tu as une restitution, donc en plus de la restitution 3D de l'environnement de la voiture que tu as de base, tu as la reconnaissance des feux, la reconnaissance des panneaux, un certain nombre de choses de ce type-là. Écoute, pour l'avoir testé et de l'avoir activé, il est activé au quotidien, je suis estomaqué du nombre de faux comportements que peut avoir la voiture. Et là, évidemment, il y a toutes nos discussions qu'on a pu avoir et toutes les critiques des choix de design qu'on a pu souligner de par Tesla qui me font vraiment souligner le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une Tesla, ne le faites pas pour ses capacités de conduite autonome, notamment en Europe. Je lui ferai vraiment pas confiance aujourd'hui, même en activant les options supplémentaires qui permettent par exemple de passer d'une voie à une autre automatiquement, qui permettent de s'insérer ou sortir dans les voies rapides tout seul ou de se garer automatiquement. Moi, des aperçus que j'ai pu en avoir, je suis pas capable de lui faire confiance parce qu'il y a trop de faux comportements. Il y a des freinages fantômes qui viennent de n'importe où. Il y a le fait qu'elle te maintient dans la voie la plus à gauche en permanence, et ça, il y a tous les testeurs sur YouTube que tu pourras aller consulter qui vont te le confirmer. Il y a le fait que les stationnements automatiques sont assez approximatifs, non pas en cela qu'ils ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire qu'elle se gare très bien, mais elle se gare pas très bien dans tous les cas. Il y a plein de cas où il va pas comprendre, où la voiture ne va pas comprendre qu'elle doit se garer. Donc, vraiment, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Cette connectivité, elle est vachement bien pour avoir Google Maps, pouvoir interagir avec ton véhicule à distance, etc. Ces éléments qui sont un peu gadgets, mais des choses qui sont aussi centrales que la conduite autonome ne sont pas au rendez-vous. Et c'est vraiment une déception si vous vous attendez à acheter un véhicule pour demain vous dire elle va conduire à ma place. Ce sera vraiment pas le cas, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important de le souligner, en fait. Est-ce que tu t'attendais à un autre retour à ce niveau-là, non, ou est-ce que ça confirme vraiment ce que tu avais en tête? Non, je pense que c'est on avait, si tu veux, déjà par Tech Café beaucoup d'informations qui indiquaient que c'était une alpha au mieux. Ouais. Et au mieux. bon, en fait, on est peut-être même plus en phase proto qu'en phase alpha, quoi. Donc ça m'étonne pas vraiment, en fait. En conclusion, quand même, sur ce véhicule, moi je trouve que c'est un pied complètement dingue. Elles sont super sexy. Je trouve qu'elles sont paradoxalement très accessibles, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui seront surprises de ce montant. Alors attention, le prix que j'ai donné, c'est pour 10 000 km par an, avec un apport au départ qui peut être largement couvert jusqu'à fin juin par les 7 000 € de bonus écologique. Ce sera 6 000 après fin juin. Mais en gros, ce bonus écologique peut vous servir aussi d'apport sur l'acquisition du véhicule. Bref, je trouve que le rapport expérience, qualité, performance versus prix est au top, mais vraiment n'achetez pas des véhicules Tesla pour leur intelligence, parce que elles sont tout sauf intelligentes, quoi. On voit au passage les autres constructeurs, pour être un sujet que je commence à suivre d'assez près, qui sont plutôt présents, notamment Volkswagen avec l'ID3. Alors ils ont pas la même philosophie, tu rentres dans le véhicule, tu sens qu'il y a plus des boutons et des caméras un petit peu partout, il y a pas cette expérience utilisateur léchée que j'aime tant, mais pour autant c'est des propositions commerciales qui sont tout à fait viables. Là encore, surveillez le réseau de charge rapide Ionity qui risque de promettre un bel avenir à l'électrique, je pense. Est-ce que tu avais d'autres choses en tête qui n'auraient pas été suffisamment éclairées? Pas vraiment, non, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'ai un dernier déjà. point de recommandation. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission pour les personnes qui chercheraient à calculer un petit peu pour leurs usages, leur nombre de kilomètres, ce que ça peut donner. Il y a des outils qui sont très cool. Il y en a un premier qui s'appelle ABRP pour A Better Route Planner, parce que il y a l'outil de planification de trajet des tablettes Tesla, donc dans les véhicules,
qui sont bien, mais qui ont certaines lacunes, qui sont un peu frustrantes, qui sont toutes comblées par un outil tiers gratuit, donc qui s'appelle A Better Route Planner. Et en fait, cet outil, il peut être très cool si vous voulez simuler ce que serait votre consommation, parce que vous pouvez rentrer le type de véhicule que vous auriez ou que vous avez, et vous allez pouvoir lui dire, en fonction du trajet que vous faites, où est-ce que vous devriez vous arrêter pour les charges rapides, si vous faites un aller-retour, à combien vous allez arriver de batterie, si vous partez à tant de pourcentage de batterie, où est-ce que vous allez arriver. Bref, il vous donne énormément d'informations et ça peut être un super outil. Moi, je m'en suis servi avant l'achat pour essayer de mesurer un petit peu quelle serait l'expérience dans des conditions réelles. Ça prend en compte plein de choses, hein. Ça prend en compte le fait qu'il peut y avoir des conditions climatiques compliquées, puisque quand tu as du vent contre toi, tu perds en autonomie, etc., etc. Enfin, c'est assez poussé. Il y a aussi ChargeMap, qui est une initiative qui vise à référencer sur un outil de cartographie toutes les bornes de recharge dont je vous parlais, et avec les prix associés. Ça peut être une vraie jungle pour arriver à trouver le prix par rapport aux bornes, parce que selon les badges RFID que vous avez pour vous recharger à une borne, vous n'avez pas forcément les mêmes tarifs. Donc ça peut être un petit peu la jungle, mais vous avez en tout cas sur ChargeMap une cartographie assez assidue de où sont les bornes de recharge électrique autour de chez vous, et vous serez surpris, à mon avis, il y en a probablement beaucoup autour de vous. Et ChargePrice qui va un petit peu plus loin sur le mode de calcul du prix de la recharge, et là vous allez pouvoir dire, par exemple, si j'arrive avec ma Tesla Model 3 de tel modèle à 50%, si je vais arriver jusqu'à 80%, combien ça va me coûter. Bref, voilà, 3 outils que je trouve assez complémentaires et assez cool pour anticiper votre consommation d'un véhicule électrique. Better Route Planner, ChargeMap et ChargePrice, qui sont 3 outils en plus gratuits qui méritent d'être soulignés. Du coup, merci. Ben oui, ben voilà. Donc écoute, voilà, ton interview est terminée. On rechange les sièges. Ça marche. On reprend je sais plus quelle émission sur France 3 qui passait très tard un vendredi où il y avait une interview comme ça avec 2 fauteuils face à face. Ça me fait penser à ça. Je reprends donc le micro de l'intervieweur pour t'amener, Guillaume, à nous détailler justement un petit peu plus le fonctionnement de ces moteurs électriques. On va zoomer ensemble. Comment ça marche une Model 3, mais comme probablement plein de véhicules électriques, Guillaume. Oui, enfin, c'est toujours pareil, hein. Disons que le moteur électrique, c'est un truc qu'on considère un petit peu comme acquis. Bon, c'est vrai que c'est une vieille histoire déjà, ça date du milieu du 19e siècle quand même, avec une démocratisation, on va dire, fin 19e. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu toujours le même truc, alors qu'en fait, pas du tout, ça a quand même beaucoup évolué, ça continue d'évoluer. Et bon, oui, hein, les véhicules électriques, c'est un peu l'enjeu de la décennie à venir. C'est un enjeu industriel majeur, hein, pour même les décennies à venir, en fait. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut essayer de revenir. Tu sais comment je fais, revenir un petit peu aux fondamentaux, bien sûr, un petit peu des moteurs électriques pour arriver effectivement jusqu'au moteur moderne. Alors, moteur électrique, le principe il est relativement simple, hein. Si vous prenez des aimants standards, donc comme les petits machins que vous avez sur votre frigo là, un aimant c'est un truc à 2 pôles, donc un nord et un sud, et les pôles différents s'attirent et les pôles identiques se repoussent. Donc si vous prenez un aimant rectangulaire, que vous le clouez sur une table, tout simplement, avec un nord à gauche, un nord à droite par exemple, et un sud à gauche, disons, et que vous présentez un autre aimant avec son pôle nord sur la droite, il va bouger, il va tourner. Disons vers le bas, hein, pour fixer les idées. Donc si vous présentez encore un pôle nord là où il est, et donc pointé vers le bas, hein, il va encore bouger, et ainsi de suite. Donc si vous lui présentez continuellement un pôle qu'il aime pas, il va bouder tout le temps, et il va continuer de tourner. Alors bien sûr... mouvement perpétuel, enfin. Oui, exactement, un mouvement perpétuel que tu entretiens avec ta main. Bon, c'est moins impressionnant déjà. Il y a toujours une mauvaise raison. Donc oui, c'est ça. Donc bien sûr, avec des aimants permanents, il faut bouger, tu vois, parce qu'évidemment, tu peux pas avoir toujours le même truc. Si on a le nord à la tête, on a le sudoku, hein, comme dirait un auteur de télé 7 jeux. Donc, si vous mettez que des aimants avec des pôles nord, mettons en concentrique, ils vont attirer le pôle sud. Même si le pôle nord est repoussé, l'aimant va finir par trouver une position d'équilibre et plus bouger. Donc le fun, ce serait qu'on lui montre à la fois du nord à son pôle nord et du sud à son pôle sud. Mais comme il tourne, évidemment c'est pas possible. Sauf si on arrive à contrôler la polarité de l'aimant. Et ça c'est tout à fait possible de contrôler la polarité de l'aimant si on a des électroaimants. Parce que évidemment, il faut se souvenir que quand vous faites passer du courant dans un fil, ça crée un champ magnétique. Et sa direction, elle dépend du sens du courant. En général, on fait des bobines pour multiplier en fait la longueur du fil et du coup l'intensité du champ. Donc ça donne un aimant nord-sud quand on fait passer du courant dans un sens et un aimant sud-nord dans l'autre sens. Et c'est donc exactement ce qu'il nous faut en fait. Donc youpi. Mais à partir de là, il y a plusieurs manières de faire. Donc une très simple, c'est de conserver des aimants sur la partie fixe. Pour se la jouer, on va l'appeler le stator.
Et alors qu'on va remplacer la partie qui tourne par un électroaimant. Et en plus, on va appeler cette partie le rotor. Comme ça, on a rotor et stator. C'est comme Batman et Robin. Hein. Il y en a un qui est plus costaud que l'autre, mais ils travaillent toujours en synergie, hein, sinon ça marche pas. En termes de super-héros, c'est peut-être pas la meilleure comparaison. Oui, en fait, mais... je mettrais beaucoup de bémols sur la synergie avec Robin, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on comprend le Mais sens. bon, en termes de moteur, en tout cas, stator et rotor, ça roule, hein, si on peut dire. Donc, on fait un stator avec 2 aimants en cylindre, donc 2 moitiés de cylindre. Donc, avec 2 moitiés de cylindre, on a un côté nord et un côté sud, et le rotor, lui, est une bobine, avec 2 bobines, qui se terminent en cylindre, donc qui se terminent comme ça, avec une moitié plus et une moitié moins. Alors, les bornes, elles tournent. Donc en fait le truc c'est que vous mettez donc vos trucs, vos bobines en fait elles sont sur un cylindre et ces cylindres en fait ce sont des électrodes. C'est des électrodes qui tournent, c'est des bornes qui tournent puisque le moteur tourne. Donc en fait quand le moteur tourne, alors il tourne parce que quand vous mettez le courant, vous mettez le courant dans un sens, évidemment les aimants vont les repousser donc ça fait tourner le rotor et quand le rotor tourne en fait il inverse la polarité des bornes puisque les bornes tournent. Du coup, les contacts, quand tu branches, vont frotter, c'est vrai, mais du coup, ça marche tout seul, puisque quand les bornes tournent, les polarités s'inversent, et du coup, c'est encore, ça repousse encore les 2 aimants permanents du stator. Donc du coup, en fait, ça tourne tout seul. Quand tu mets le contact sur les 2 bornes, le rotor devient un aimant, hein, et sa polarité change, donc elle s'inverse une seule fois par tour. Donc comme tes bornes s'inversent en tournant, comme ça, chaque fois, tu as les bornes opposées aux polarités du stator. Donc, ça, c'est des aimants permanents que j'ai dans le stator. Je pourrais aussi les remplacer par des électroaimants. Ces trucs, hein, ça poserait aucun problème. C'est des électroaimants qui seraient donc fixes, hein, qui auraient une polarité fixe. Et j'aurais pas du tout besoin d'aimants permanents. Parce que bon, les aimants, ça peut être cher, ça pose pas avoir des problèmes de terres rares, hein, ça pose plein de problèmes. Donc ce genre de moteur simple, en fait, on trouve partout. Dans plein de jouets, plein de petits appareils, hein, ils sont pas chers, ils sont plutôt cool. Ces contacts qui frottent, par contre, c'est quand même pas idéal, tu vois. Bon, parce que déjà, ça nuit à leur rendement, parce que ça frotte, tout simplement, et ça les rend sujets à l'usure. Alors du coup, ces balais, comme on dit, on appelle ça des balais ou des brosses, hein, qui frottent comme ça sur le truc qui tourne, il faudra bien s'en débarrasser. Et ça, c'est très possible, parce qu'au lieu de prendre une bobine, si je mets un aimant permanent dans le rotor, dans le truc qui tourne, comme au début de la discussion, en fait, hein, où il y avait l'aimant qui tournait, là, et ensuite je mets des bobines autour, je peux contrôler la polarité du stade des bobines du stator. Et ça en fonction de la position du rotor. Mais du coup, il faut que je connaisse la position du rotor pour lui montrer à chaque fois un truc qui va, enfin voilà, un pôle opposé, quoi, un pôle qui va bien. Comment je fais ? En fait, j'utilise des capteurs. Donc globalement, n'importe quel capteur en fait qui détecte un champ magnétique où la position fait l'affaire. Hein. Et ensuite, on a quelques circuits électroniques pour piloter les bobines et c'est bon. Et là, on a ce qu'on appelle un moteur brushless, c'est-à-dire sans brosse. Donc c'est la manière dont les anglophones désignent les balais. Bon, voilà. Les balais qui frottent sur le rotor, ils appellent ça des brosses. Bon, chacun son truc. Ça n'a rien à voir avec les moteurs des aspirateurs Dyson, d'ailleurs, par exemple. Non, il y a pas. Est-ce que brushless me fait penser aux aspirateurs Dyson, mais est-ce que c'est parce que il y a brush et brosse probablement des moteurs brushless. Non, mais je pense que les moteurs des aspirateurs Dyson sont brushless. Ça m'étonnerait pas du tout. Ce serait quand même bon. En tout cas, voilà. Donc une brosse ou un balai ou une brosse, c'est comme tu veux. Au Québécois, une brosse, c'est une grosse cuite, tu vois, donc ça dépend. Mais bon. Par les temps qui courent avec la réouverture des terrasses, c'est propice, ok ? Exactement. Et donc voilà, ces moteurs brushless, là, donc sans brosse, hein, ils sont devenus la norme, en fait, un petit peu partout. Et d'ailleurs, dans certains cas, c'est impératif, parce que, imagine un disque dur, par exemple. Donc un disque dur avec un moteur avec des balais qui frottent dans un disque dur, c'est potentiellement des particules comme ça, des petites poussières qui sont arrachées et qui se baladent un petit peu en permanence. C'est complètement inacceptable dans un disque dur, par exemple. Mais c'est pareil dans les lecteurs disquettes ou de DVD. Donc en fait, il a quand même fallu attendre que l'électronique se développe un petit peu, hein, mais les moteurs brushless ont beaucoup d'avantages. On peut les piloter précisément, ils ont un meilleur rendement, ils ont très peu d'usure. Donc on peut les utiliser pour une foule d'applications, qui soient grandes ou petites, hein, du modélisme, jusqu'à dans l'industrie ou même dans les véhicules électriques. Bon, le truc c'est qu'ils utilisent quand même des aimants permanents, donc et en plus, au meilleur sont les aimants, au meilleur sont les moteurs. Parce que plus un aimant est puissant, plus on peut avoir un champ magnétique fort avec un rotor petit. Donc tu gardes le rotor petit, mais tu as quand même un champ magnétique fort. Et donc un rotor petit, c'est plus léger, donc les moteurs qui sont plus petits, plus légers, évidemment. Donc évidemment, avoir des moteurs les plus puissants possibles, c'est très avantageux.
Et ça, c'est quand même une limitation, parce qu'il faut rajouter des éléments terres rares, qui sont pas forcément rares d'ailleurs dans l'absolu, hein, contrairement à ce que voilà, l'appellation laisse supposer. Donc il y a par exemple du néodyme ou du dysprosium, on en trouve pas mal en fait à la croûte terrestre, hein, mais bon, leur répartition géographique et les implications géopolitiques qui vont avec sont un peu préoccupantes, et puis en plus c'est pas vraiment renouvelable. Donc voilà, l'industrie, tu sais, elle aime pas trop les problèmes d'approvisionnement, des matières premières, ou la pollution, ou le travail des petits-enfants, tout ça, c'est pas bien, c'est chaud, hein, c'est pas bon pour le... C'est pas on bon pour s'embarrasse l'industrie. quand même de contraintes assez difficiles, hein, parce que... Ouais, je reconnais, mais bon, disons que voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire des moteurs électriques sans balai et sans aimant permanent? Bon. Alors la réponse, bien sûr, c'est oui. Hein. Enfin, ça fait même un moment que ça existe, hein, puisque Tesla a déposé un brevet dans les années 1880 pour des machines qui sont exactement comme ça. Donc Nikola Tesla, hein, le mec, pas la marque de bagnole. Au début, j'ai pensé que tu parlais de l'entreprise, puis 1880, je me suis dit que j'avais manqué quelque chose. Non, bien sûr, évidemment, Tesla, qui est nommé après Nikola Tesla, évidemment, qui donc a été un inventeur dans le domaine du courant alternatif. Donc le principe, c'est que, bon, alors on revient au principe de base aussi de l'électromagnétisme. Si un courant passe dans un fil, ça fait un champ magnétique. Un champ magnétique qui oscille près d'un fil, ça fait un courant. Et en courant, ça fait aussi un champ magnétique. Ouh là là, mais ça devient compliqué cette histoire. Oui, il a l'air d'y avoir une sacrée symbiose entre l'électricité et le magnétisme, Guillaume. Ouh là là, tellement. Et donc Nicolas, en fait, c'était un fan du courant alternatif. C'était son kiff à lui, le courant alternatif. Et à l'époque, c'était pas évident parce qu'en fait, on lui préférait le courant continu. Au 19e siècle, on préférait le courant continu. Donc c'est la rivalité Edison versus Westinghouse et Tesla qui est relatée dans le film The Current War, avec Benedict Cumberbatch, si vous voulez, ou aussi dans le film Tesla, je pense, avec Ethan Hawke. Mais bon, voilà, lui, le courant alternatif, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un courant qui monte et qui descend assez marrant, c'est un courant alternatif. C'est un courant qui oscille de manière régulière, en général comme une sinusoïde, ou pas loin. Et en fait, c'est plutôt pratique. Bon, parce que déjà, c'est assez naturel, en vrai, puisque quand on produit de l'électricité, en général, ça donne du courant alternatif. Parce qu'on produit de l'électricité, justement, avec un moteur, tout simplement. Mais dont on fait tourner le rotor à la mimine, à la main, ou avec un char à bœuf, en fait, comme vous voulez, mais ou avec une turbine, plus souvent une turbine qui s'alimente sur un flux d'air ou un flux d'eau, parce qu'un moteur électrique, en fait, c'est réversible. Tu mets du courant, ça tourne, et si tu tournes, ça fait du courant, tu as une génératrice, et ça, c'est quand même vachement cool. D'ailleurs, c'est même plus que cool, c'est même carrément nécessaire en pratique, hein, parce qu'il faut savoir que le premier moteur électrique commercial, c'est le moteur de Thomas Davenport, qui date de 1831, et il marchait avec des batteries. Donc dans les années 1830, les batteries, t'imagines le poids, le prix, en fait c'était des énormes piles. Et donc du coup, le moteur de Davenport a jamais pris. Par contre, le principe de la génératrice, qui est arrivé après, dans les années 70, les 1870, hein, donc c'est la machine de Gramme qui ouvre la voie à l'utilisation industrielle des moteurs. Donc le premier exemple de moteur qui s'est avéré finalement utile, c'est une génératrice qu'on a foutue sur une rivière et qui a alimenté un moteur à 2 km de là, relié par un gros câble. Donc à l'époque, c'était un moteur à courant continu. Donc il fallait redresser le courant continu qui est fourni par la génératrice. Et en fait, le courant alternatif, il s'avère assez pratique à l'usage, hein, et c'est lui qui a fini par gagner. Parce qu'en fait, c'est facile de transformer un courant alternatif en un autre courant alternatif qui a un voltage différent. Et ça, c'est encore une histoire de grosses bobines, en fait, hein, qui se transmettent de l'énergie sous forme de flux magnétique. Et du coup, c'est facile de voir de la haute tension, en vrai. Donc, c'est facile d'avoir beaucoup de puissance avec une intensité qui est pas très grosse. Et ça, c'est important parce que, du coup, tu fais pas fondre tes fils. Ça, c'est quand même mieux. Donc, c'est pour ça, donc, tu peux avoir de la haute tension qui passe dans les fils, et après, tu peux facilement diminuer les tensions pour les maisons. Tu la diminues à 230 volts, et ça roule. Bon, d'ailleurs, comment ça roule pour les moteurs ? Un courant alternatif, ça varie, ça change ça change même de sens à chaque période. Donc si tu veux faire des électroaimants qui ont des polarités qui s'inversent, en fait c'est idéal parce que ça s'inverse tout seul avec le courant alternatif, hein, les polarités. Donc tu peux faire deux bobines alimentées par deux tensions alternatives, qui sont en opposition de phase, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est à l'envers de l'autre en quelque sorte. C'est-à-dire que quand l'une est à son maximum à plus de 130 volts, l'autre elle est à moins de 130 volts. Du coup les bobines attachées sont forcément de polarité inverse l'une de l'autre, et c'est exactement ce qu'on recherche à la base. Donc là on utilise un courant qui est dit diphasé. Bon, ça a été d'ailleurs peu utilisé, mais ça a été un peu utilisé au tout début des réseaux électriques, hein, au début du 20e ou du 19e. Aujourd'hui, ça reste utilisé chez les Nord-Américains, mais ici, on a plutôt du triphasé, c'est-à-dire qu'en fait, on a 3 tensions sinusoïdales qui vont décaler d'un tiers de 2π, hein, pour être précis. Vous voyez le principe.
Et donc, pour revenir au moteur, et en particulier au moteur sans balai ni aimant, et bien maintenant, on peut se faire 3 bonnes bobines qu'on nourrit avec du triphasé. Donc, c'est 3 courants alternatifs identiques, mais qui sont décalés d'un tiers de période, de sorte qu'on a 3 champs magnétiques qui oscillent en décalé. Et au milieu, tu mets un anneau de fil. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cet anneau de fil? Le champ magnétique des bobines va agiter les électrons dans le métal de la boucle. Ça va induire un courant qui va circuler dans cette boucle, qui est en court-circuit, hein, et ce courant circule, et ce courant qui circule, il va donc transformer cette boucle en électroaimant. Un aimant qui va être attiré par certaines bobines et repoussé par d'autres. Donc en fait, la boucle va tourner pour essayer de rattraper les bobines, de rattraper le champ magnétique des bobines, sans jamais les atteindre. Donc ça fait ce qu'on appelle un moteur asynchrone, parce que la vitesse du rotor, elle n'est pas égale à la vitesse de rotation du courant, en quelque sorte. Tu vois, on peut dire que le courant tourne, on fait varier les tensions en cycle autour du stator, et là, en l'occurrence, c'est la fréquence de ton courant triphasé, qui conditionne la vitesse du courant, entre guillemets, tu vois, la vitesse du courant, c'est la vitesse de rotation, tu vois ce que je veux dire? Donc, la boucle qui court après l'échalote, elle va un petit peu moins vite en général. On dit qu'il y a un glissement qui est plus ou moins important selon les performances du moteur. Donc en fait, si on se souvient de notre autre modèle de moteur qu'on discutait avant, hein, le brushless avec des bobines qu'on pilote électroniquement par exemple, ben, le rotor est toujours en phase avec la bobine qu'on inverse. Donc le mouvement du rotor est synchrone avec le courant, par contre. Et donc avec notre moteur asynchrone, on a un modèle qui est quand même fort attrayant, hein, puisque on est bon, c'est vrai qu'on est asynchrone, mais quand même on n'a pas d'aimant permanent, on n'a pas de brosse, on n'a pas de balai, hein, ça fonctionne en induisant un courant dans le rotor. C'est pour ça que les anglo-saxons appellent ça un moteur à induction, et ben un moteur asynchrone, ils appellent ça un moteur à induction. Et donc ces moteurs sont très courants dans l'industrie. Et parce qu'en fait, ils sont assez simples à faire, ils démarrent direct sur une prise triphasée, tu branches une prise triphasée, le truc il démarre tout de suite. Donc c'est robuste, c'est assez simple à fabriquer. Bon, c'est devenu des classiques. Bon, c'est des classiques, mais c'est pas parfait, parce que le rendement est pas optimal, hein. Parce que malgré l'absence de balai, il y a quand même ce phénomène de glissement qui empêche aussi de contrôler précisément la vitesse du moteur. Donc d'une manière générale, un moteur électrique a une foule de caractéristiques en fait, hein, et qui peuvent être plus ou moins bonnes et les rendre plus ou moins adaptées à certains usages. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme souci d'ailleurs? C'est intéressant de voir les soucis qu'il peut y avoir. Par exemple, prenons un moteur synchrone, donc avec un rotor à aimant permanent, comme on a parlé au début. Bon, donc on a des bobines autour, dans le stator, et dans lequel passe un courant qui tourne pour repousser les pôles des aimants du rotor. D'accord? Bon, donc on va dire que le rotor, ben, il tourne. Ben oui, mais un rotor qui tourne, c'est aussi un champ magnétique qui tourne. Et en plus, il y a des conducteurs juste à côté, qui sont justement les bobines du stator, dans lesquels le rotor ne va pas se priver de générer des courants. Et ces courants, ils sont bien entendu inverses de ceux qu'on envoie pour créer les champs pour repousser le rotor. C'est une rétropropagation, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation électromagnétique. Donc ça crée des courants de Foucault qui limitent d'autant l'efficacité du moteur que le rotor tourne vite. Au plus le rotor tourne vite, au plus il y a de courants qui sont générés dans les bobines du stator. Et en plus, évidemment, ça chauffe le stator. Donc ça, c'est quand même un vrai problème, hein, et en particulier dans une voiture électrique, puisqu'on est censé rouler vite. En tout cas, on est censé pouvoir avoir des régimes moteurs assez élevés. Et là, c'est le drame. Au plus le rotor tourne vite, au plus son champ s'oppose au mouvement. Donc, à haut régime, c'est pas terrible. Donc, même si au démarrage, en fait, ils ont couple élevé, ces moteurs-là. Donc, ils sont bons pour les efforts, pour monter les côtes, etc. Mais ils sont pas bons à haut régime, tu vois. Donc ça, c'est là, par exemple. Beaucoup mieux, encore une fois, ce qui se cachait derrière ta question de tout à l'heure, du coup. Ben oui, ça c'est donc tu vois, ça c'est pour les moteurs les moteurs synchrones à aimant permanent, hein, à aimant permanent dans le rotor. Donc vous me direz qu'est-ce qui se passe chez les écureuils, parce qu'en fait je sais pas si on te le dira, mais on va te poser la question. Oui, oui, parce qu'en fait, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais bon, quand j'ai parlé des moteurs asynchrones et j'ai parlé de la boucle qui était donc que le rotor était une boucle. Bon, en fait, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On fait ce qu'on appelle on fait plusieurs boucles en fait, et ces plusieurs boucles, on les réunit dans une espèce de cage. On appelle ça une cage d'écureuil. Au milieu le rotor du moteur ça méritait quand même l'explication, parce que sinon... C'est une cage d'écureuil. Bon. On appelle ça une cage d'écureuil. Alors qu'en fait, ça ressemble presque plus à une roue de... Tu sais, à une roue de hamster, finalement. Mais on appelle ça une cage d'écureuil. Bon. Et cette cage d'écureuil... Donc donc dans cette cage d'écureuil, en fait, t'as plusieurs boucles. Moi, j'ai parlé d'une boucle, mais en fait, t'en as juste plusieurs, quoi. Mais c'est exactement le même principe. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les écureuils, hein, donc chez les moteurs asynchrones? Le rotor à cage d'écureuil a pas d'aimant du tout. Donc ça, c'est bien. Donc on rappelle qu'on a un stator... Puisqu'il génère pas d'autres problèmes derrière.
Alors exactement, donc le stator, le stator crée un champ magnétique tournant, d'accord, lequel crée des courants dans les barreaux de cette cage d'écureuil, qui en retour crée un champ qui s'oppose à celui du stator. Mais là, c'est le problème, c'est qu'il y a une étape en trop en fait. C'est-à-dire qu'on utilise de l'énergie pour faire un champ qui induit un courant, qui induit un champ. Mais ce courant, il va circuler dans les barreaux de la cage, c'est un court-circuit. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait un court-circuit ? Ça chauffe. Et donc au passage, on perd de l'énergie. Alors, c'est pas la manière la plus efficace de transformer notre énergie électrique de départ, en fait. Et en vrai, il y a dans les 4% de l'énergie qui sont perdus à générer les courants et qui partent en chaleur. Entre ça et le fait que les moteurs asynchrones ont un assez mauvais couple de départ, en plus, puisqu'en fait, ils sont asynchrones, donc ils tournent un peu moins vite, et le décalage entre la vitesse du courant et celui du moteur s'accroît avec la charge. Donc du coup, c'est pas idéal non plus, tu vois, un moteur asynchrone, forcément, pour une voiture électrique. Alors, c'est pas pour ça que ça n'a pas été utilisé largement, d'ailleurs, hein. Puisque d'une manière générale, selon les époques, on a favorisé les moteurs les moins complexes et les moins chers. C'est assez logique. Donc au début du siècle, pas forcément on aimait beaucoup... les plus efficients du coup. Non, forcément, tu sais, au début du siècle, on aimait beaucoup les moteurs à courant continu, parce qu'ils sont simples à produire, avec la généralisation de l'alternatif et du triphasé, évidemment, ça a changé. On a privilégié les moteurs asynchrones, qui démarrent tout seuls, et que dès que tu les branches, ils démarrent. En plus, c'est assez simple. Bon, aujourd'hui, on préfère un autre type de moteur, dont on va parler juste après, mais les véhicules électriques ont un peu tout utilisé, en fait. Donc, dans les années 90, la 106 électrique utilisait un moteur à courant continu, et elle avait donc une toute petite autonomie, une très faible vitesse. Il y avait les batteries de l'époque aussi, bien sûr. Et puis rapidement, on est passé à des moteurs à aimant permanent pour le rotor. Donc malgré les problèmes à haut régime, parce qu'ils sont quand même assez simples à faire, à piloter électroniquement aussi, ils sont assez simples, ils chauffent pas, ils sont pas si mauvais en fait, pas si mauvais tant qu'on a une conduite écologique en vrai, c'est-à-dire tant qu'on monte pas très haut en régime moteur, tu vois, ce qu'on appelle une conduite écologique quoi, cool. Bon, je dis ça, mais on a quand même trouvé chez Porsche. Donc Porsche, Jaguar et Audi ont eu ce genre de moteur, donc des moteurs à aimant permanent dans le rotor, des moteurs synchrones donc. Donc ça fait des moteurs puissants en fait, hein. Et ça fait des moteurs qui peuvent même être nerveux, mais alors attention, si ils sont puissants et nerveux, ça veut dire qu'au final, ils consomment beaucoup. Et que du coup, ces voitures ont une autonomie qui est assez faible, en réalité. Et quand ce qu'ils avaient les moteurs à cage d'écureuil, les moteurs asynchrones, aussi, ils ont été utilisés dans les voitures, hein. Avec eux, les problèmes inverses. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas très efficaces à bas régime. Ils sont donc plus délicats à piloter électroniquement aussi. Et l'électronique, elle est hyper importante dans ce cas pour optimiser le rendement du moteur. Parce que, comme à haut régime, le moteur asynchrone est plus efficace, on le retrouve quand même chez Renault, chez Mercedes, chez Toyota et aussi chez Tesla. Parce que les modèles S ou X, en fait, ont des moteurs asynchrones. Ok. Donc j'ai vu passer le chiffre de 88% de rendement pour le moteur asynchrone chez Tesla, ce qui est quand même assez remarquable. Donc c'est cool, mais c'est des moteurs qui coûtent une couille, étant donné qu'ils ont un rotor en cuivre pur. Parce qu'il faut si tu veux, les rotors, il faut qu'ils aient une bonne conductivité, donc en fait ça va dépendre du métal. Évidemment, mettre en métal, le meilleur métal, un des meilleurs métaux évidemment c'est le cuivre qui a une bonne conductivité, mais le problème c'est que c'est quand même beaucoup plus cher que d'autres métaux comme par exemple de l'alu ou ce genre de truc. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'utilise Tesla dans un modèle 3 en fait. Ils utilisent un raffinement d'un autre type de moteur encore qui se démocratise aujourd'hui dans l'industrie au sens large, et c'est ce qu'on appelle le moteur à réluctance variable. Pour expliquer le moteur à réluctance variable, il faut revenir à un truc tout simple. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait on a dit que des aimants s'attiraient les pôles, hein, si c'était des pôles différents, ils s'attirent les pôles. Ok, mais tout le monde sait aussi qu'un aimant, ça attire un clou sur une table. Oui. Et pourquoi, au fait ? Un clou, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc en fer. Oui. Et en fait, ça paraît tellement trivial que j'ose pas te donner la réponse. Mais... Le truc, c'est un truc en fer. Et le fer, c'est quoi ? C'est fait de myriades de petits domaines microscopiques. Et chacun de ces petits domaines sont des aimants. En fait, des aimants microscopiques. Et en général, tous ces petits aimants, ils sont en bordel. C'est le bordel complet. Et donc, le champ magnétique global, qui est la somme de tous les champs qui sont créés, elle est nulle, puisqu'il n'y a pas de direction privilégiée. Donc, en fait, tous les aimants se compensent les uns les autres. Et quand j'approche un aimant, le champ magnétique, ou un champ magnétique quelconque, donc ce champ magnétique va traverser le clou, il va orienter les domaines tous dans le même sens. Et là, les domaines ne se compensent plus, ils vont former un même ensemble, ils vont former eux-mêmes, tous ensemble, un gros aimant, qui a la taille du clou. D'accord. Et cet aimant, qui est un aimant temporaire, c'est cet aimant temporaire que l'aimant permanent que tu pointes dessus attire. Donc ça veut dire que mon clou est potentiellement un aimant. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors ça dure pas longtemps,
Quand tu retires ton aimant, le clou se démagnétise assez vite, mais pas instantanément. En fait, il se démagnétise progressivement, avec un certain retard, qu'on appelle l'hystérésis, parce qu'on a envie de faire style. C'est vrai que c'est classe. Et c'est quoi à peu près cette durée? On peut l'évaluer, Bon, c'est quelques dixièmes de seconde, un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement. Je voulais connaître l'ordre d'idée, pas forcément la durée précise, mais d'accord. Non, oui, voilà, c'est pas... Bon, ça dépend, chaque matériau, c'est une hystérésie, je pense. Mais bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails, je voudrais pas te dire de trop grosses conneries. Donc, admettons qu'on fixe notre clou. Bon, on a notre clou, là, on le fixe en son milieu, là, tu sais, on le cloue. En gros, on le fixe en son milieu pour qu'il puisse tourner autour de lui-même, quoi. Vous voyez l'histoire? Bon. Donc, tu peux le faire tourner avec ton doigt, ce clou. Mais du coup, tu peux aussi le faire tourner en faisant tourner un aimant autour, qui l'attire. Si tu veux, tu tournes un aimant, bon ben voilà, le clou il suit. Mais attention, si tu tournes trop vite ton aimant, le clou il va décrocher, tu vois, évidemment. Donc ça va être délicat, parce qu'il va falloir en permanence ajuster la vitesse et la position de ton aimant pour faire tourner le clou. Et en plus, faut pas oublier que notre clou est un aimant, lui aussi, temporaire, et que ses pôles nord et sud perdurent un petit moment quand même. Donc quand tu bouges le champ, si tu tournes trop vite, tu peux te retrouver vite avec un pôle sud devant un pôle sud du clou qui a pas eu le temps de se mettre à jour, ou l'inverse. Et donc entre l'hystérésis magnétique et l'inertie du clou, c'est super galère à réguler. Donc il y a aussi une manière de voir ça qui est un petit peu différente et qui nous amène donc à ce truc-là. Donc c'est un concept finalement qui rejoint un petit peu des concepts électriques. En fait, le champ magnétique, c'est un peu comme le courant électrique, il passe par plein de milieux, mais il a ses petites préférences. Donc on sait bien que le courant électrique préfère passer là où il rencontre le moins de résistance, et c'est tant mieux. C'est grâce à ça qu'on peut se protéger de la foudre avec des paratonnerres. Bon. Mais le champ magnétique, en fait, c'est pareil. Il préfère passer par le fer que par l'air. L'air a une résistance au champ magnétique qui est plus élevée que le fer. Pour la différencier de ce qu'on appelle donc la résistance électrique, on appelle cette résistance-là la réluctance. Donc dans le cas de notre ami le clou, qu'est-ce qui se passe? Si le clou n'est pas en face de l'aimant, disons qu'il est à 45 degrés quoi, par rapport à l'aimant, le champ magnétique va avoir plus d'air à traverser que si le clou est en face de l'aimant. Donc le clou pas en face, c'est plus de réluctance que le clou en face. Donc il va se créer une force qui va tenter de minimiser la réluctance en bougeant le clou. Et c'est de là que vient le nom de ce type de moteur à réluctance variable. Donc pour faire un moteur, on va utiliser quelque chose d'un petit peu plus efficace qu'un clou, et on va pas faire tourner un aimant... Puis plus moderne, s'il te plaît, parce que là, un petit peu. Puis on va pas non plus faire tourner un aimant autour, puisque le but c'est justement de faire tourner un truc en mettant du courant dedans, donc voilà. Mais en gros, le principe c'est quand même ça. Donc on va mettre des bobines autour du clou, pour créer un champ magnétique tournant, dont la vitesse de rotation est fonction de la fréquence du courant alternatif qu'on met dedans. D'accord? Donc tout ça, c'est le même principe que le moteur asynchrone. Sauf que là, on va devoir ajuster très précisément la fréquence. Au début, d'ailleurs, le courant n'est même pas alternatif du tout, parce que la vitesse du clou, elle est nulle, donc la vitesse du courant, elle doit être quasi nulle. Tu vois, il faut vraiment que ce soit extrêmement progressif. Donc il faut que le clou soit très bien aligné, et puis, très progressivement, on augmente la fréquence du courant pour que le clou se réaligne de lui-même avec les champs. Donc on doit surveiller le clou comme du lait sur le feu, sachant qu'il faut faire attention à son inertie et à son hystérésis. Mais il y a pire, parce que ça, c'est à vide. Le clou, il tourne, voilà. C'est quand le moteur, en fait, il tourne tout seul, sans servir à rien. Mais si on met une charge sur le moteur, si on retient un peu le clou qui tourne, donc le clou, lui, il va être un peu retenu, il va faire un angle avec le champ. Et si on le retient trop, si la charge augmente trop, l'angle pourra dépasser une valeur critique qui va désynchroniser l'ensemble. Donc toujours le même problème de bol pas aligné, le moteur va s'arrêter. C'est pour ça qu'en fait l'électronique et les contrôleurs qui sont quand même relativement évolués sont indispensables à la conception d'un tel moteur. Et c'est aussi pour ça que l'idée qui date des années 30 quand même, je crois, a été longtemps jugée complètement infaisable. Parce qu'aujourd'hui, il manquait les ressources électroniques qu'aujourd'hui on peut disposer pour effectivement réguler tout ça, quoi. Exactement. Aujourd'hui, on peut faire des contrôleurs qui analysent en permanence la position du rotor et qui ajustent très finement la fréquence du courant pour que tout se passe bien. En fait, le moteur ne peut pas tourner, il peut pas mettre démarrer sans contrôle électronique, c'est pas possible. Donc voilà, évidemment c'est plus compliqué qu'une cage d'écureuil qui se met à tourner quand tu branches la prise, quoi. Tu vois, là il faut vraiment tout un truc autour. Donc dans un vrai moteur de voiture électrique, on va se concevoir en rotor, donc avec un matériau ferromagnétique où il y a des zones de plus ou moins grande réluctance qui vont alterner comme ça. Donc on peut en faire autant qu'on veut en fait, mais bon, souvent c'est 4. Donc 4 zones de faible réluctance, en gros, faible réluctance, ça veut dire qu'il n'y a pas de trous. Et les zones de haute réluctance, c'est les zones avec des trous.
Bah, c'est tout bête en fait, hein, puisque l'air a une réluctance plus grande que le fer. Donc le plus simple en fait, c'est de penser à un gros signe plus, parce que c'est un gros signe plus, ben voilà, quand t'es en face d'une branche, ben t'as pas beaucoup de réluctance, quand t'es pas en face d'une branche, t'as beaucoup de réluctance. Okay. Quand on fait ça, on doit utiliser des bobines pour faire un champ quadripolaire, dans le cas si on prend l'exemple du signe plus, c'est-à-dire avec 2 pôles nord et 2 sud, et en fait, on fait comme avec le clou, sauf que c'est comme si on le faisait avec un double clou en fait, hein, avec cette espèce de signe plus, c'est un double clou entraîné par un double champ, et du coup ça fait un couple aussi 2 fois meilleur si on y arrive. Et en fait, ce qui se passe sur cette croix, ce signe plus, c'est qu'elle va bouger pour minimiser la réluctance du champ créé par les bobines à chaque instant. Donc les branches vont s'aligner avec les lignes du champ quelque part. Et donc le champ lui-même va se mettre à tourner gentiment, et ça va faire tourner la truc gentiment. Bon. Ça, c'est pour vous donner une idée. En fait, dans les voitures, souvent, on fait plutôt un cylindre en fer, disons, pour simplifier. Et ce cylindre, on va l'évider. On va lui faire une série de branchies. Donc, les zones non évidées ont une réluctance minimale, et les zones évidées vont avoir une réluctance plus importante. Et les rotors, en fait, sont souvent fabriqués en lamelles pour faire des espèces de cylindres comme ça, avec des zones évidées, des zones non évidées. Et les moteurs à réluctance variable sont au final des moteurs synchrones. Donc, c'est pratique, hein, parce que ça veut dire qu'ils tournent à la vitesse du champ. La fréquence du courant qu'on met, c'est donc ce que j'appelle la vitesse du champ, hein, c'est la fréquence du courant qu'on met. Et donc, ils n'ont pas de problème de rétropropagation, et ils n'ont pas ce problème non plus de perte thermique quand les moteurs asynchrones. Donc, ils ont un meilleur couple, de 10 à 15%, ils ont 4% de rendement en plus, donc là, on tient quand même un champion. Ouais, la vache. Et oui, et un champion, aussi bien pour les voitures électriques que pour le reste. C'est un moteur qui, comme ça, peut être piloté en plus pour avancer pas à pas, si on veut. Donc on peut on va jusqu'à la précision du pas. Le pas, en fait, il est d'autant plus gros qu'on a plus de pôles donc on a plus de bobines, quoi, autour du rotor, hein. Vous voyez ce que je veux dire, je suppose. Et donc ça, c'est une propriété qui est très utile, parce que ça veut dire qu'on peut aussi faire des mouvements très précis, très très fins, et dans les contextes robotiques, par exemple, ça peut être extrêmement précieux. Et pour les voitures électriques, en fait, Tesla utilise ce type de moteur avec un raffinement supplémentaire. Et donc c'est là qu'on arrive donc au moteur de ta Model 3. Ouais. Parce qu'étrangement, le moteur de ta Model 3 contient des aimants permanents, tout en étant quand même un moteur à réluctance variable. Donc en fait, ce moteur est assez innovant, hein, quand même, hein, et il est pour quelque chose dans le confort et l'autonomie très importante de la voiture, qui est, me semble-t-il, quand même au moins une des meilleures actuellement. Je pense que la Model 3, c'est une des meilleures, une des meilleures voitures électriques actuellement, faut quand même. Et en gros, les moteurs à aimants permanents, donc on va essayer de revenir, pourquoi est-ce qu'ils ont raffiné le moteur dont je te parle? Parce que tout simplement, en gros, donc les moteurs à aimants permanents, donc on l'a dit, hein, sont mauvais à haute vitesse. Mais ils sont très bons à faible vitesse. Donc à cause de cette rétropropagation, ils sont mauvais à haute vitesse, par contre ils ont un excellent couple à faible vitesse. Les moteurs à réluctance sont très bons à haute vitesse, par contre ils sont sans plus à basse vitesse. Ce qui ne nous arrange pas trop dans les deux cas en fait. Exactement, et le but de Tesla, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors comment ils font ça ? Tu te souviens qu'un rotor de moteur à réluctance, c'est un cylindre de fer avec des trous, avec des espèces de branchies. Et on a qu'à mettre des aimants dans les trous. Parce que si on fait ça, il y a 2 effets qui vont se cumuler. D'une part, le couple donné par les champs des aimants et le couple donné par la réluctance. En fait, selon l'angle et la position relative des aimants, on peut faire en sorte de cumuler les deux. On peut cumuler les 2 effets, les effets des aimants permanents et les effets de la minimisation de réluctance, de manière à avoir un couple résultant qui est meilleur qu'avec l'un ou l'autre des techniques séparées. Alors tu additionnes les deux directement, hein, si tu ajustes les deux et tu obtiens des performances meilleures à plusieurs régimes. Alors il faut faire très attention évidemment de comment on place les trucs évidemment, et puis électroniquement aussi il faut faire très attention à maintenir le bon angle, donc l'angle que fait le champ avec les bobines et tout ça, et on obtient non seulement un excellent couple à faible vitesse, mais aussi une manière de contrer les contre-champs produits par les aimants du rotor. Parce que quand ça tourne vite, tu sais que quand ça tourne vite, les aimants permanents, ils génèrent des courants dans les bobines. Et ça, ils vont le faire quand même. Hein. Sauf que quand ça tourne vite, en réalité, on peut décaler légèrement l'angle du champ rotatif pour les annuler. Et on n'aura plus de couple qui viennent des aimants, mais par contre, on aura toujours celui du moteur à réluctance. Donc, parce qu'il est efficace à haute vitesse, celui, pour le coup. Donc on n'a pas vraiment besoin, finalement, de compter sur le champ magnétique des aimants permanents à haute vitesse, on compte que sur la réluctance. Et à faible vitesse, les courants qui sont induits, de toute façon, ils sont faibles, et on compte sur le couple des aimants permanents quand on est donc à faible régime.
Donc on réussit comme ça à limiter les problèmes à peu près tous les régimes. Et bon, les aimants, alors évidemment, les aimants, tu me diras, mais les aimants eux aussi, ils vont chauffer un petit peu, puisqu'ils sont segmentés. Bon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les segmente, donc on limite les courants qui passent dedans, et en fait, ça chauffe relativement peu. Et tout compte fait, le rendement du moteur Tesla Model 3 a un rendement donc de 96%. Ah la vache, ouais. Et donc il est désormais... Ah oui, non, mais il est d'ailleurs, bon, il est maintenant utilisé aussi dans les versions des modèles S, les nouvelles versions des modèles S. Donc, parce que j'avais dit que les modèles S avaient des moteurs asynchrones, maintenant ils ont aussi des moteurs à réluctance variable, conjointement à des moteurs à induction asynchrone aussi, parce que certains modèles ont les deux moteurs, tout simplement, c'est-à-dire un moteur asynchrone à l'arrière et un moteur à réluctance variable à l'avant. D'accord, mais dans le cas des modèles 3, c'est le même type de moteur à l'avant et à l'arrière pour celles qui sont dual moteur. Pour la petite anecdote, oui. la Standard Range plus l'entrée de gamme dont je dispose, il y a que un moteur à l'arrière. Les versions performance et grande autonomie qui sont évidemment plus coûteux, mais ont des dual moteurs, donc des moteurs aussi à l'avant. Donc je sais pas si c'est effectivement. Donc ça dépend. Donc je pense que les dual motors c'est asynchrone reluctance et les single motors c'est reluctance. Ok. Donc voilà, donc et bon, tu vois que les performances du moteur sont quand même vraiment très importantes, elles sont cruciales en fait dans une voiture électrique, autant que celles de la batterie ou de l'aérodynamisme ou du poids de l'ensemble. Ouais. Et en fait, on a vu qu'il y avait quand même une foule de paramètres pour juger un moteur, donc quel couple, quelle vitesse, quel rendement à quelle vitesse, tu vois. Mais il y a aussi le bruit. Et est-ce que le moteur vibre? Est-ce qu'il est cher à produire et pourquoi? Est-ce qu'il est compliqué à faire? Est-ce qu'il requiert de l'électronique et laquelle? Et tout ça, selon les applications et les contraintes, c'est important. Et du coup, les moteurs électriques, c'est encore un domaine d'innovation, c'est encore un domaine de recherche, malgré leur grand âge. Donc le moteur de la Model 3, c'est 96% de rendement, mais avec aimant. Est-ce qu'on peut se passer complètement des aimants et avoir des moteurs qui sont tout aussi performants? C'est un défi qui est d'actualité, toujours. Donc, est-ce qu'on peut trouver aussi peut-être plus simple? Parce que finalement, ça a l'air quand même diablement compliqué à produire, finalement, cette association comme ça, avec le meilleur des deux mondes. Non c'est compliqué, mais disons que début mai, le constructeur allemand MAHLE annonçait avoir conçu un moteur qui était sans aimant permanent et qui avait un rendement de 95%. Avec des pointes à 96, donc qui était efficace à pratiquement tous les régimes. Tout à fait comparable, ce qui est à peu près comparable au moteur Tesla, mais sans aimant permanent. Donc il n'y a pas énormément de détails sur ce moteur MAHLE, mais en fait le rotor est constitué de 6 bobines qui seraient alimentées par induction. Alors là, l'induction, c'est comme pour les téléphones portables sans contact, c'est-à-dire qu'en fait, pour éviter d'avoir des brosses, des balais, on utilise l'induction pour envoyer du courant dans les bobines et les transformer en aimant, dans le rotor. Et pour ça, on utilise donc, comme on fait avec les téléphones sans contact, on utilise de l'induction. Et cette induction, en fait, c'est pour envoyer de l'énergie, du courant, qu'on redresse, en fait, pour faire un courant continu dans le rotor. Et après, tu peux contrôler le rotor aussi, évidemment, et puis tu peux contrôler le stator. De toute façon, le stator, il est composé de bobines aussi, tu le contrôles comme tu veux. Donc, j'ai pas vu énormément plus de détails, mais ça illustre bien, finalement, que le secteur du véhicule électrique, donc qui va prendre énormément d'importance, stimule beaucoup l'innovation, même sur des trucs qui paraissent aussi banals finalement que des moteurs électriques, et parce que les moteurs électriques, ça a quand même un rôle majeur à jouer autant que les batteries, quoi. Je me rends compte en écoutant et en suivant la description que tu nous fais à quel point je m'étais absolument pas posé la question de ce que c'était qu'un moteur électrique finalement. J'avais même pas connaissance et je n'avais pas évidemment relevé ces enjeux-là, ni même la particularité du moteur de la Model 3. Ça en est évidemment d'autant plus captivant. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ça a l'air d'être un environnement où, contrairement au moteur thermique sur lequel il y a eu pas mal, j'ai l'impression de raffinement, mais sur lesquels on est arrivé à une forme d'optimisation ultime et que dans les grandes lignes, en gros, ça bouge plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même un domaine assez large avec le moteur électrique dans lequel les choses peuvent fondamentalement changer encore pendant les années à venir, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a encore d'autres types. Enfin, il y a encore un autre type de moteur qui est à l'étude et que j'ai pas creusé, que j'ai pas creusé. À part le MAHLE, il y a encore d'autres possibilités. Si tu veux, ce MAHLE, donc c'est un bon candidat. Mais en fait, il y en a encore d'autres. Il y a encore même d'autres concepts, même toujours basés sur des flux de reluctance, enfin des flux magnétiques, etc. C'est assez intéressant. Et oui, c'est toujours un domaine de recherche super actif.
Et ce qui doit être évidemment un domaine d'investissement pour les constructeurs de dingue, parce Toujours, que j'ai vraiment le sentiment, en plus, que cette année, il y a un basculement autour des véhicules électriques qui deviennent diablement viables au quotidien pour pas mal de cas d'utilisation pour des particuliers. Donc, écoute, captivant, merci infiniment Guillaume d'avoir préparé ce sujet. J'ai vu passer là une vidéo sur YouTube qui a pas l'air d'être d'une qualité graphique de dingue, mais qui a l'air de reprendre un petit peu les mêmes explications que les tiennes. Est-ce que tu as des sources, toi, à rajouter sur... Honnêtement, tout ce que j'ai dit, même si c'est pas forcément super connu, c'est des choses assez classiques en vrai. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit sur les moteurs synchrone asynchrone, c'est du archi classique. Et même le moteur à reluctance variable, vous tapez juste reluctance variable ou switch reluctance en anglais, et vous avez plein d'explications, plein de vidéos. Il y a aucun souci là-dessus. Je pense que vous pourrez trouver vous-même des sources. J'ai mis dans les notes de l'émission un article qui donnait un certain nombre de trucs, un certain nombre d'exemples d'utilisation de quel type de moteur, et voilà, bon, c'est pas un truc qui est complètement récent, il me semble, mais bon, en tous les cas, ça peut donner une base de départ, mais tout ce que j'ai dit là est en grande partie extrêmement classique, en fait, pour ceux qui sont familiers du domaine, quoi. Je pense à un point qu'on n'a pas abordé et qu'on pourra peut-être aborder à l'avenir, mais pas tout de suite clairement. C'est et c'est probablement un trop vaste sujet de discussion qui nécessiterait beaucoup de travail pour être approfondi, mais c'est la portée écologique, parce que on doit souligner quand même qu'effectivement sur le papier tu te dis moteur électrique forcément moins générateur de carbone que véhicule thermique. Bon, attention, hein, là où vous émettez le moins de carbone, c'est si vous gardez votre vieux véhicule. Hein, le fait d'acheter un véhicule neuf électrique a finalement un impact carbone pendant longtemps assez négatif. Donc bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prendre avec des pincettes, notamment aussi les matériaux et les terres rares que tu as évoqués. Le lithium, ce sel dont on pourrait largement parler, mais aussi les métaux comme le cobalt. Il y aurait beaucoup à en dire. Donc évidemment, ne prenez pas cet épisode et les informations qu'on vous a dévoilées comme étant une ode en direction des véhicules électriques, comme si c'était la solution à l'avenir de la planète. Vous savez bien évidemment que c'est pas le terrain vers lequel on voulait aller du tout. Guillaume, est-ce que tu veux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel ? Mais écoute, probablement sur Tech Café, peut-être aussi sur Paraculte, si j'ai le temps, si je me réveille demain. Merci beaucoup Guillaume pour tout ce travail, cette préparation et ce déroulé d'épisodes très complet. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et bien évidemment, si jamais vous découvrez, pourquoi pas, le podcast Tech Café au travers de cet épisode, sachez qu'il n'est pas forcément représentatif de ce qui est diffusé chaque semaine, parce que chaque semaine, vous pouvez retrouver le mercredi matin, le mardi soir, selon l'heure à laquelle vous vous couchez, un résumé des éléments essentiels sur la tech, ses enjeux de société, qu'on vous déroule tantôt tous les deux, tantôt accompagnés d'autres voix plus ou moins récurrentes. Et évidemment, on se fait un grand plaisir de vous retrouver de manière récurrente dans le podcast, et on se fera aussi un immense plaisir de vous accueillir sur la plateforme Patreon, Patreon, patreon.com/techcafé, pour avoir toutes les informations pour un dispositif de financement participatif. Donc si cet épisode ou les autres vous ont apporté une information éclairée et vous ont prêté peut-être même à sourire ou à divertir, je vous invite à aller envisager le fait de nous soutenir. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit rendez-vous dans moins d'une semaine maintenant pour un épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.